Dans ce podcast, j'accueille à nouveau mon ami et collègue Cyril Ricky pour parler de renforcement musculaire et de travail de pliométrie pour l'endurance. Pourquoi Cyril refuse de travailler exclusivement pour des équipes de sport professionnelles. Et reste bien jusqu'à la fin où Cyril t'expliquera en détail comment il a développé une méthode pour modéliser la fatigue afin d'ajuster les entraînements de ses coureurs au jour le jour selon leur état de forme. Ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments alimentaires de haute qualité made in France pour ceux et celles qui s'entraînent. Que tu cherches une whey facile à mélanger pour compléter tes apports en protéines ou du collagène de haute qualité pour soutenir tes os et tes articulations ou encore un produit qui couvre tes besoins en vitamines et minéraux, utilise le code UPSIDE UPSIDE sur ta prochaine commande pour bénéficier de 10% de réduction. Maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Cyril Ricky. Je voulais commencer notamment avec un sujet qui est cher à tous les sportifs en endurance, c'est celui de la force. Cyril, est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes pour commencer du renforcement, de la force maximale et de sa place dans un sport d'endurance, notamment vis-à-vis de la performance? Alors, c'est un vaste sujet. On va essayer d'être concis, d'être clair. C'est un élément principal de la performance. Tout d'abord, il y a nécessité de déterminer si on veut être fort en vitesse ou si on veut être fort enfin, sur des hautes vitesses ou sur des basses vitesses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens soient capables de comprendre. C'est aussi quelque chose qui est lié au principe de taille du recrutement de Hahnemann. On va pas aller là-dessus, mais je vais faire assez simple. Euh, donc là, je vais surtout parler de vélo et de course à pied. Hmm. Donc ça concerne les sports enchaînés et le cyclisme. Maintenant, il n'est plus à prouver que le renforcement musculaire, donc la musculation, notamment sur des cycles de force max, est un, on va dire, facteur améliorant la performance, notamment par la réduction du coût énergétique. Ça, c'est quelque chose qui est assez avéré. C'est-à-dire que si tu es plus fort, un mouvement donné va te coûter moins. Si tu es plus fort, le mouvement donné va te coûter moins dans tous les cas. Ton RFD va être meilleur. RFD, c'est? Rate Force Development, en gros, c'est combien tu mets de temps pour arriver à ton pic de puissance. Ouais, la vitesse d'application et d'expression de la force. C'est ça. Plus il va être élevé et plus ton coût énergétique du mouvement va être bas. OK. Parce En que plus tu gros, peux l'atteindre, plus tu peux rapidement atteindre le pic, moins de temps tu passes à exprimer de la force ou à appliquer de la force. Et donc, moins de temps veut dire plus économe, c'est ça? il y a deux choses. Hmm. Il y a alors, toi, tu pourrais en parler parce que tu en parles beaucoup de façon très juste et on le lit très très peu. C'est que toutes les filières énergétiques fonctionnent en moins de 150 millisecondes, Hmm. mais moins de temps tu vas exercer euh, une force, moins tu vas dépléter à la base de phosphocréatine dans tous les cas. Hmm. Moins tu en déplètes, moins tu as besoin d'en repléter. C'est très bête, mais c'est assez mathématique. Ça, c'est la première des choses. Donc, moins de temps tu passes à pousser, moins ça te coûte. Première Hmm. chose. Deuxième chose, tu bénéficies aussi d'une inertie. Plus ton mouvement va être cyclique, va être rapide, que ce soit à vélo, plus tu vas passer vite le point, ce qu'on appelle le point mort haut et le point mort bas, le point dur de poussée, et plus tu vas bénéficier de l'inertie du mouvement. En course à pied, plus ton contact au sol va être bref, moins de temps tu vas encaisser la force de réaction du sol, et plus vite tu te propulseras. Hmm. Et tu bénéficieras de ce qu'on appelle du moment résultant, qui est, en gros, tu as deux euh, vecteurs, un qui est perpendiculaire à l'axe de gravité de la Terre et un qui est, euh, non, un qui est, oui, perpendiculaire à l'axe de gravité de la Terre et l'autre qui est parallèle au sol. Hmm. Et donc, la force d'application, c'est en général à 45 degrés. Et donc, l'orientation, effectivement, de la poussée et du buste génère et participe au rendement mécanique. Mais dans tous les cas, plus tu es capable d'avoir une poussée brève au sol, après, c'est sûr que c'est les bien orienté et avec le bon axe de buste, bon, forcément, c'est encore mécaniquement meilleur. Et dans tous les cas, un contact plus bref au sol, ça veut dire aussi potentiellement moins de choc articulaire. Ça veut dire une économie.
pas que d'énergie, mais aussi au niveau musculaire qui se retranscrit par une économie de course, dans tous les cas. Hmm. En gros, la musculation, ça permet, on ne la fait pas pour être plus fort, on la fait pour être plus économe. Ouais, alors si on pense directement au transfert de la force vers l'endurance, ça va être l'argument ou les deux arguments principaux que tu viens de citer. Maintenant, il y a quand même la considération, enfin, tu me diras ce que tu en penses, du développement général du sportif vis-à-vis de la longévité, de la santé, du maintien de ses structures articulaires, tendineuses, osseuses, etc. Et là aussi, on sait que la force joue un rôle important. Tout à fait. Je vais pas te, on va pas se le cacher. Moi, je suis parti vraiment dans la partie très fonctionnelle, Voilà, rapportée. ouais, ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça rapporte? Après, si on considérait à tort que je cours, donc je travaille les quads, ischio, les gastronémiens, le tendon d'Achille qui est une des clés de voûte de la performance, que ce soit sur le coureur à pied ou sur le cycliste. Attention, il faut Hmm. le savoir, la mobilité de cheville est très très importante. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Au-dessus du tronc, ça compte aussi. Tout ce qui va être les muscles donc au niveau dorsal, au niveau lombaire, hein, même les pectoraux, les muscles des épaules, que ce soit même les biceps, quand on va être en danseuse, on va tirer fort. J'ai mangé le nom, ça craint. Les triceps aussi à vélo sont sollicités. Enfin, Hmm. l'équilibre général du corps est très très important dans tous les cas. Un athlète performant est un homme en bonne santé. Donc, on ne peut pas avoir le bas, en gros, de Usain Bolt et puis le haut d'un jockey. Il faut qu'il y ait quand même une forme d'harmonie pour le corps. Et d'ailleurs, c'est souvent source de blessure quand on a une différence trop grande entre agonistes, entre par exemple, un quadri et un ischio. S'il y a une différence trop grande, à un moment donné, il y aura une blessure. Ça sera un point de blessure. Donc, il Ouais. faut une harmonie dans le développement. Et un truc dont tu parles souvent via nos échanges assez fréquents, notamment vis-à-vis de mon fils qui a repris enfin, qui a commencé en sixième et qui fait maintenant pas mal de vélo chaque semaine. C'est que, en gros, un sportif qui est plus complet, qui a plus de compétences motrices, une meilleure coordination globale, sera un meilleur athlète au bout du fil, quoi qu'il arrive, et donc une approche pluridisciplinaire dans le développement global du sportif est indispensable si on veut un jour potentiellement tirer les meilleurs résultats de ce sportif. Je suis à 200% d'accord avec toi. À la base, je le pensais, forgé par ma propre expérience personnelle, et ensuite, je l'ai pu le vérifier sur le terrain. Euh, c'est très, très vrai, notamment chez les athlètes plutôt nordiques. Hmm. Je remarque qu'ils ont fait énormément de sports différents dans leur jeunesse, et c'est très éclectique, hein. Et on se rend compte que ils sont ils ont été plus ou moins bons dans tous les sports, mais ils l'ont pas fait à très très haut niveau dans tous les cas, puisque ben, en fait, en réalité, c'est entre, on va dire, 10 ou 8 et 14 15 ans, puis à un moment donné, ils sont spécialisés. Mais ils arrivent à spécialiser même plus tard chez eux, tellement ils touchent à tout. Mais si tu regardes bien, dans beaucoup de sports, quand tu as des athlètes de très haut niveau, prends des footballeurs par exemple. Hmm. Les footballeurs, ils vont pas être mauvais au tennis, par exemple. Tu vois? Ils vont pas être mauvais dans tous les sports où il faut une très bonne dissociation, Hmm. ce qui n'est pas forcément le cas chez les athlètes d'endurance, qui viennent des sports d'endurance uniquement, où on retrouve des choses assez baroques, quand on veut faire des... Ouais, ouais, au niveau de la dissociation, ça passe. Des fois, c'est... Donc, je conseille vraiment à tous les... Alors, les enfants qui nous écoutent, je pense pas, mais au moins les parents qui ont des enfants, de vraiment... Alors, un, c'est de permettre à leurs enfants de faire un sport qu'ils aiment, Hmm. de ne pas chercher à en faire trop tôt un futur Kylian Mbappé ou un Tadej Pogacar ou je ne sais autre. Vraiment les laisser s'amuser. Et s'il fait un sport et que toute l'année on s'est embêté à l'amener, etc., etc., puis à la fin de l'année il veut changer de sport, on lui dit, ah, mais on a fait tout ça pour rien. Non, faut pas dire ça. On n'a pas fait tout ça pour rien. On a fait tout ça, on a fait des choses, on ne sait pas trop quoi encore, mais on verra avec le prochain. Mais plus vous avez un enfant qui va faire du sport, plus il va développer ses qualités motrices, ses qualités neuronales. Ses qualités sociales aussi, mine de Hmm. rien. Le sport, ça vaut beaucoup. C'est un investissement pour son futur en tant que
être humain déjà, peut-être en tant que sportif, mais en tant qu'individu pour la santé, c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut aller. La sédentarité, c'est un des plus grands fléaux de notre société. Il n'est pas le seul, mais il a une part quand même qui est relativement importante et qui surtout qui génère énormément de cofacteurs derrière, Mm. qui vont être, eux, très délétères à la santé. Donc le sport et notamment la musculation, il y a c'est un proxy, la masse musculaire est un proxy de l'espérance de vie. Ouais, Euh, et de la fonction, notamment la fonction que tu as plus tard dans tes années. Enfin, une manière que je l'ai entendu dire, que j'ai trouvé très intéressante, docteur Virgile Pinelli, que j'avais vu à la réunion des affiliés CrossFit l'année dernière et qui était venu sur le podcast d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en début d'année, qui disait en gros, pour simplifier, le cardio c'est ta longévité, la force c'est ta fonction. Et en ouais, ben, gros, c'est la tu santé. veux les deux. Tu veux vivre longtemps et bien, et tu veux pouvoir te monter les marches, tu veux pouvoir te rattraper si tu tombes. Et tout ça, c'est la fonction que tu veux maintenir le plus longtemps possible. Et la musculation, la force, est un pilier indispensable par rapport à ça. Je suis assez d'accord. Je crois que c'est Vincent Foulonneau, j'ai entendu l'autre jour, Mm. il parlait de longévité et c'était un des axes. Alors lui, il disait que le cardio prévalait à 60% ou 70% et la force à 40% ou un truc comme ça. Ouais, 65% pour le cas. C'était le podcast avec Aurélien, c'est ça? Euh, Un petit truc de 45 minutes, je crois. je sais C'était pas plus, très parce que long. j'avais pas l'image, mais avec le son, mais, Ouais. mais ouais, c'était un truc comme ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, c'est ça. Si on revient à la force, la musculation, donc Combien, quand, comment? hein? Combien, quand, comment? C'est-à-dire au niveau Combien? de la planification, c'est ça? Alors, il y a cette question-là, mais avant même d'y arriver, moi, ce que je vois assez souvent aujourd'hui, c'est, par exemple, si un cycliste ou un coureur entend que la force max, c'est bien et qu'il y a un transfert, etc., ils vont tout de suite commencer sur des exercices de force max, euh, alors qu'il y a peut-être un petit développement général à faire en termes de pattern de mouvement, en termes variation, en termes d'exercice aussi. Et peut-être que la démarche à suivre, c'est pas passer de pas de force du tout à back squat 3 RM parce qu'on a vu que dans les études ça fonctionnait. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, qu'est-ce que j'en pense? C'est qu'est-ce que le dos de l'athlète va en penser surtout? C'est-à-dire, pour faire de la force max, déjà, il y a vraiment un impératif, c'est maîtriser le mouvement. Hmm. Premièrement, si on maîtrise le mouvement, il y a de grandes chances qu'on ait une structure musculaire, on va dire accessoire, qui soit développée, sauf si on n'en a plus fait depuis très longtemps. Mais si on maîtrise le mouvement, ça veut quand même dire qu'on a eu un cursus qui nous a permis de comprendre et d'appréhender les choses et de ne pas essayer de mettre 150 kilos sur une barre de squat, auquel cas ça va mal se passer. Donc il faut, dans un premier temps, bon, être progressif, on le dit tout le temps, mais ça ne veut tout et rien dire. Mais oui, la progressivité, ça doit guider absolument tout ce qu'on fait dans notre vie et dans la musculation notamment. Euh, Apprendre le mouvement, le maîtriser. Des fois, moi, j'avoue que c'est pas bien, hein, mais je privilégie les machines guidées. Hmm. Pourquoi tu dis c'est pas bien? Pourquoi tu t'auto-censures là-dessus, Cyril? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je sais que les gains que l'on pourrait avoir, par exemple, à faire un squat complet ou un quart de squat, peu importe, de toute façon, ce qu'on veut travailler, versus la- La leg press, par exemple? ouais, une leg press, par exemple, ou une presse horizontale. Dans l'un des deux cas, on est sûr de ne pas se blesser. Hmm. Et comme l'entraînement, le meilleur entraînement est celui qui ne nous blesse pas, en fait, on est toujours à mi-chemin entre le bénéfice et le risque. Alors, sur des athlètes de très haut niveau qui ont déjà une approche de musculation et qui maîtrisent des mouvements, il n'y a pas de souci. Moi, mes athlètes, par exemple, on travaille avec des outils pour mesurer la force, avec la vitesse de déplacement d'un objet. C'est pour calibrer les séances, savoir est-ce qu'on est en force max, est-ce qu'on est plutôt en endurance de force, pour voir si dans la séance, ben, on va un petit peu trop loin dans le nombre de répétitions. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse la charge ou on arrête la série en fonction de là où on en est dans les séances et dans la programmation. On Hmm. sait si soit on arrête, soit on continue. Si on fait de la force max pure, ben, on arrête. Point. Si on est dans un cycle où on peut basculer un poil sur l'endurance de force, ben, on va continuer en baissant la charge.
Mais avant d'en arriver là, si on parle à tout le monde, oui, je pense qu'il faut déjà bien être conscient du niveau d'expertise que l'on a dans le mouvement que l'on va faire. Comment, en fait, on choisit aussi ces mouvements? Qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Je ne suis pas très très bon là-dessus parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une salle de musculation parce que j'ai pas, j'ai un cursus qui est un petit peu particulier. Moi, je m'occupe d'athlètes qui vont aller, qui ont la plupart du temps les installations chez eux ou dans un centre qui leur est dédié. Hmm. Donc, c'est un petit peu, c'est biaisé. Mais en théorie, quelqu'un qui va dans une salle, déjà, il faut se demander quel est le but, qu'est-ce que je recherche, quel est mon sport cible, quel transfert je veux. Mais avant d'aller vers du spécifique à son sport, je pense qu'il faut chercher une harmonie du développement dans tous les cas. Ouais, ouais. La Et plupart. ça, je pense que c'est super important de passer par une phase un petit peu plus générale dans la musculation, explorer différents patterns de mouvement, faire du bas du corps, du haut du corps, des mouvements d'isolation, des mouvements polyarticulaires, développer le lexique de mouvement en fait, qui va te permettre ensuite, quand tu arrives avec une barre, de la charger, de faire un squat complet et de pouvoir vraiment bénéficier de ce mouvement, si c'est le mouvement que tu choisis. Pour revenir sur ce que tu disais avant, j'irai un tout petit peu à l'encontre de ce que tu as dit par rapport à la supériorité d'une barre de squat par rapport à un développement de la force. À mon avis, le seul moment où un outil est justifié ou est absolument indispensable et peut être jugé comme supérieur, c'est si cet outil ou ce mouvement va être jugé dans ton sport. Par exemple, Ouais. en force athlétique, il faut squatter avec une barre sur le dos. Pour moi, le squat avec une barre sur le dos, ça reste on va dire, Ouais, le bon, meat and potatoes d'un forceux qui va s'entraîner pour ce mouvement. Mais à partir de là, bah, je parlais tout à l'heure avec Raphaël Puech sur le podcast et on parlait de la préparation pour le rugby, par exemple. Moi, j'ai entendu des histoires de piliers de niveau internationaux qui n'ont jamais fait un squat avec une barre libre de leur vie, qui ont travaillé toute leur vie à la leg press parce qu'ils préféraient ça, parce que ça leur allait très bien et ils en sont pas moins certains des meilleurs oui. piliers du monde. Tu vois ce que je veux dire? J'entends, mais en fait, dans mon discours, tu l'as entendu. Tu m'as dit pourquoi tu t'auto-flagelles ou autocensures? D'autocensure, ouais. J'ai 90% de mes athlètes qui vont plutôt travailler avec des machines guidées. Ouais. Avec des machines guidées. Mais j'aime bien qu'ils puissent, dans un cycle de pré-saison, travailler avec une barre de squat. Parce qu'on Mhm. va travailler aussi le haut du corps, on va travailler de la stabilité. Mhm. Ouais, c'est On va sûr. travailler des choses plus profondes. Et après, par contre, tu vois, pour moi, un cycliste qui a des capacités avec ses quadrilles qui sont assez importantes, euh, il met 200 kilos sur son dos ou 250 kilos, tu vois, je ne suis pas favorable. Mhm. Euh, c'est là que le transfert vers les machines guidées a du sens. Et sur une leg press, en unipodal, c'est très gérable. Mhm. Mhm. Mais je suis parti du cas général vers le particulier, sachant que je sais que, et les puristes de musculation diraient, oh là 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 là, si tu ne leur fais pas faire, tu leur fais pas faire de squat, ben, en fait, tu leur fais rien faire. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pour ça que je suis venu, tu vois, un petit peu à tâtons, mais je te dis 90%, on transfère sur du leg press, leg curl. Mhm. On utilise deux machines, c'est leg press, leg curl. On fait les mollets sur le leg press aussi. Donc, je privilégie plutôt des machines où c'est le chariot qui va bouger, tu vois, qui va Mhm. monter, et non pas le plateau de Mhm. pression qui va se pousser, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes mouvements au niveau de l'excentrique pour retenir notamment la charge, qui va être différent, et c'est plus pertinent la façon dont je te le dis. Mais voilà, je suis venu, tu vois, parce que comme je sais qu'on parle d'un sujet qui est. Moi, je suis pas, je veux dire, j'ai pas voix au chapitre dans le milieu de la force athlétique. Euh, j'ai pris beaucoup de leurs travaux pour l'adapter au sport d'endurance, évidemment avec certaines libertés que l'on s'est accordées pour faire sens avec notre contexte et notre réalité. Mhm. Donc, si on contextualise ça maintenant pour un coureur cycliste, pour un coureur à pied, dans une saison en général, quelle fourchette de fréquence semaine tu vas retrouver ces séances de travail de force? Est-ce que c'est 1 à 5 séances? Est-ce que c'est 2 à 3 séances? Comment tu vois ça sur une saison selon les phases, forcément? Alors, c'est assez simple, hein. On va faire du général vers le particulier. Mhm. euh, en off-season, donc qui vont commencer là, d'ici 15 jours, 3 semaines.
avec les différentes subtilités en fonction des programmes de course qui sont, ça change beaucoup en fonction des cyclistes. Mais on va être au début à 3 séances par semaine Hmm. jusqu'au mois de février, sauf pour ceux qui vont faire du cyclocross avant. Donc, quel cas, ça va changer. Et eux vont avoir une petite pré-saison, entre guillemets, sur novembre. Et puis, on fera après en février. Mais on va déjà se projeter la saison cycliste. Donc, eux, c'est un petit peu entrecoupé. Mais sinon, on fait trois. Ensuite, on va passer sur deux. Et puis, en période de course, on va être plus que sur une, voire pas du tout. Hmm. On imagine bien que quand on est, par exemple, on finit, je te dis n'importe quoi, le Tour de Suisse, et que 15 jours après, on va commencer le Tour de France. Si tant est qu'il y en ait qui fassent les deux, mais en général, c'est comme ça. On va pas faire 4 séances de muscu en 15 jours. On va peut-être en faire une de rappel et encore, on va faire avec beaucoup de, on va dire, de précautions. Hmm. Mais même si je suis favorable au rappel de force, avant notamment, par exemple, les certaines courses, certaines classiques ou quoi, c'est relativement intéressant, je trouve, hein. Parle un petit peu de ça avant qu'on creuse encore le développement de la force dans la saison. Pour toi, c'est quoi un rappel de force et pourquoi ça peut être intéressant avant certaines courses? Alors, les adaptations réelles, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que j'ai vu, qui m'a conduit à tester, et les résultats que j'ai obtenus, attention, tous les athlètes ne sont pas répondeurs de la même façon. Pour savoir s'ils sont répondeurs, déjà, il faut tester avec eux. Et si l'athlète, il est un petit peu hostile à l'idée, il ne faut pas faire. Parce que l'effet nocebo sera pire. Hmm. Mais par exemple, faire la veille d'une course une petite préactivation avec allez, 2 séries ou 3 séries de 2, 3 répétitions, par exemple, avec un long temps de repos, ça a du sens. Si l'athlète se sent bien le lendemain en faisant ça, s'il se sent plus fort, bah, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, c'est des choses. Alors, attention, on ne fait pas ça avec tout le monde, hein. On ne fait pas ça avec tout le monde, comme je te dis, parce qu'on est dans un milieu où la croyance populaire et individuelle, même si les jeunes générations font un peu plus fi de la croyance populaire et ils individualisent plutôt la leur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes coureurs cyclistes de 20 ans qui sont très très matures et qui ont les performances de jeunes qui avaient avant 25, 26 ans. On a gagné 5, 6 ans en fait dans Hmm. le développement des cyclistes. Et c'est une réalité, hein. C'est aussi parce qu'ils sont beaucoup plus mûrs, plus jeunes, ils sont beaucoup plus force de proposition de ce qu'ils sont eux-mêmes. Enfin, ils ont compris qu'ils étaient des individus, qu'ils étaient des athlètes, mais des hommes avant tout, et ils sont proactifs. Non, mais c'est hyper intéressant. Et j'aime beaucoup, moi, cette façon de faire. Tu vois, j'avais pas beaucoup de jeunes jusqu'à présent. J'avais plutôt, moi, des 26, 30 ans, hein, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de jeunes, donc des, tu vois, des 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et au début, je pensais naïvement avant que j'en ai, hein, qu'il serait un peu trop jeune et pas assez mature pour avoir et adhérer à l'approche que j'ai. Hmm. Et en fait, pas du tout, quoi. Belle leçon d'humilité, hein. On dit que la nouvelle génération, c'est une génération perdue. On entend ça partout quand on ouvre la télévision, Je crois que etc. Socrate, il disait ça déjà à l'époque. Et tu vois, donc voilà, et en fait, non, non, voilà, on a quand même des bons jeunes et je suis heureux de travailler avec eux parce qu'ils même donnent beaucoup de leçons d'humilité à leur âge, ouais. Mais bon, Hmm. les sports d'endurance, si on veut, on va dire, performer, il faut déjà être conscient très tôt que l'humilité, c'est la première des choses à laquelle il faudra s'habituer. Donc le rappel de force, on peut le faire pour certains s'ils y croient et s'ils répondent bien, hein, c'est un petit peu les deux critères. Ça, c'est ça, c'est ça. Petite dose, beaucoup de repos. L'idée, c'est quoi? Ça va être d'activer, si on veut utiliser ce terme, le système nerveux. On va potentialiser, histoire d'être bien réveillé, si on veut dire ça comme ça, le lendemain. Ça va être ouais, une sollicitation neurosynapsale, en fait, Hmm. tout simplement. Faire ça la veille, mais je ne conseille pas forcément de le faire à des gens qui ne l'ont jamais fait la veille de Ouais, quelque chose d'important. ouais, bien sûr. Il existe des courses de préparation, des courses secondaires. Alors là, si on parle pour les coureurs, ou simplement des courses où il faut faire le nombre. Donc voilà, voilà, on va accumuler des kilomètres. On sent les sensations qu'on a. On peut aussi le tester à l'entraînement sur une séance cible. Hmm. Moi, j'utilise beaucoup. Alors, je vais peut-être pas en parler là parce que c'est tellement on va dire, c'est pas contrebalancé, mais c'est tellement, on va dire,
sous-coté ou un petit peu, c'est le Voldemort de la musculation, mais tu sais, Ah parlons-en du Voldemort de la musculation. Disons son nom, Voldemort, et parlons de ça sur le podcast. C'est pour ça qu'on est là, Cyril. Euh, non, mais en gros, on te dit, on sait que mTOR va être désignalisé dès lors qu'on va avoir une activation de CMPK, par exemple. Hmm, Donc, on va dire que les bénéfices que tu vas avoir de la séance que tu as fait ne seront pas forcément au rendez-vous. C'est une réalité. C'est une réalité mécanistique, en tout cas. Le mécanisme d'action c'est existe ça, ouais. et il est prouvé. Mais est-ce que parce que le mécanisme d'action est prouvé, est-ce que le faire, ça va pas engendrer des choses positives? Ben, la réponse est si. Par exemple, Donc là, tu parles du... comment oses-tu en parler, Cyril? Tu parles de combiner du travail de force et du travail d'endurance dans la même séance. ouais, enfin, la même. Non, parce que la tête, il change et après, il va sur sa modalité. Mais il y a deux façons d'aborder la musculation. Soit tu dis la musculation, idéalement, si on fait un travail de force max ou un travail d'endurance de force, peu importe, on va plutôt la faire en fin de journée. Ou derrière, on va aller manger, on n'aura pas une sollicitation d'ailleurs, on n'aura pas de déficit non plus, on va aller dormir, on aura un anabolisme, etc., etc. Ça, c'est bien, c'est très bien. Mais parfois, il peut être intéressant de faire de la musculation de matin et dans la foulée, de faire la séance de vélo. Ça génère une pré-fatigue assez spécifique qui sera bien différente de si on l'a fait en désignalisation de l'activation liée à la musculation dans les 3 heures, où on aura Hmm, une pré-fatigue supérieure. En fait, en fonction de là où on est dans la saison, en fonction des propres discriminants auxquels l'athlète est confronté, en fonction de l'environnement et de la réalité de l'objectif qu'il a ou que nous avons ciblé, on va pouvoir utiliser différents outils. En fait, la science, je me permets de dire que c'est vraiment, alors je me permets de dire, je reprends, mais en fait, ça paraît basique, c'est une boîte à outils. On peut piocher dedans à l'infini. Notre connaissance scientifique, c'est le nombre d'outils dont on dispose. Mais on n'est pas obligé d'utiliser un tournevis pour dévisser une vis. Euh, le problème vient, et là je te cite, si on n'a qu'un marteau dans la boîte à outils, alors on n'aura que des clous. Mais si on a plein de choses, mon marteau, je peux m'en servir pour autre chose. Je veux dire, on peut dévisser une vis avec, je sais pas moi, avec, ben, tu sais, par exemple, une vis de 10. On peut très bien prendre une clé un petit peu plus grande et coincer un tournevis pour faire ce qu'on appelle arc-boutement et hmm. taper sur l'autre côté de la clé avec le marteau pour avoir un bras de levier. Enfin, on peut tout imaginer. Après, il faut combiner. Il faut juste voir, et ça, c'est le transfert de ce que je te dis, si on va pas abîmer la tête de vis en faisant ça. Mais Hmm. si on n'abîme pas et qu'on est arrivé à ce qu'on voulait, alors on a le résultat. Ouais, c'est un petit peu l'idée que quand on parle de programmation, d'organisation de l'entraînement, tout peut se justifier, tout et son contraire peut se justifier tant que tu as un raisonnement derrière. Et pour revenir à ce que tu disais avant par rapport à la signalisation, les fameuses interférences entre les canaux de signalisation sur le développement de la force, de l'endurance, et le fait qu'il ne faut pas les combiner parce que on va perdre machin. J'avais fait un podcast avec un gars qui se spécialise dans tout ce qui est hybride et qui avait fait une revue de littérature là-dessus. Et il disait que au niveau mécanistique, il y a une interférence, entre guillemets, mais une fois que tu dézoomes en fait du micro et que tu reviens sur l'entraînement de manière globale, c'est beaucoup, beaucoup moins clair que ça, voire même il y a pas d'effet significatif entre les deux. Et le seul endroit où, enfin, les seules études où ils montraient, vis-à-vis de l'entraînement hybride ou de combiner la force et l'endurance, où ils montraient des effets délétères, c'est quand, en gros, tu avais la séance de force, c'était 5 fois par semaine, donc tous les jours de la semaine. C'était un 5 x 5 au squat. Et la séance de cardio, c'était un 4 x 4, c'était un 4 x 4 à VO2. Et en gros, tu avais ça 2 fois par jour, toute la semaine, et après on te disait, ouais, ben, il y a une interférence entre l'endurance et la force. Ouais, mais parce que l'interférence, c'est. Non, mais je comprends, mais c'est vrai Tu que vois ce que je quelqu'un veux dire? Ouais. qui veut faire vraiment de l'hypertrophie avec une grosse prise de masse, tu vas pas forcément le faire courir juste avant ou juste après. Hmm. C'est sûr. Mais comme je dis toujours, et d'ailleurs, il m'arrive parce que j'ai une casquette un petit peu hybride, moi. Il m'arrive dans les équipes de discuter avec les préparateurs physiques spécialisés donc dans la musculation, dans le profil, dans tout ce qui est athlétique.
Et ils ont parfois ce discours-là et qui est juste, attention, hein, c'est juste, mais je leur dis attention, c'est pas parce qu'il y a un mécanisme d'action que le fait dans notre activité va se révéler être aussi important que le mécanisme d'action initial. Ouais, et surtout, là, je dirais, un des arguments premiers, ça va être que faire de la force versus pas faire de la force, tu vas être gagnant, même si tu as perdu 10% des adaptations que tu aurais pu avoir et de signalisation parce que telle ou telle interférence. À la fin du compte, tu as quand même fait de la force versus l'autre gars qui en a pas fait. Et ça, sur le long terme, tu seras gagnant quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est évident. Et puis, j'ai passé un petit. On a passé sous silence un truc qui est hyper important. Hmm. Et, alors, c'est moins vrai à vélo, mais c'est vrai en course à pied pour les triathlètes, notamment les duathlètes et même les coureurs à pied, hein. Mais c'est que une structure musculaire qui va être soumise à un protocole de force max de façon un petit peu longitudinale. Quand je dis longitudinale, c'est avoir avec une durée suffisante. Il y en a qui vont 3 fois, ils ont l'impression qu'il va avoir des gains. Attention, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est toute cette adaptation que l'on veut solide et durable pour le corps, elle nécessite du temps, hein. Faut bien le comprendre. Et plus le tissu est profond, Et plus il est. et plus il prend de temps pour s'adapter. J'aime bien penser à cette cascade du neuromusculaire qui va s'adapter très rapidement. Le fait de pouvoir recruter plus d'unités Ah oui, bien motrices, sûr. le fait de pouvoir activer au niveau du nerveux. Après, tu as tout ce qui est ligament, après, tu as tout ce qui est enfin, tendon, après ligament. Enfin, pardon, muscle, tendon, ligament et ensuite os. En gros, tu vas du plus vascularisé au moins vascularisé. Et forcément, les os vont prendre des années à s'adapter. Donc pour avoir les bénéfices versus l'ostéoporose, par exemple, des choses comme ça va prendre bien plus que les 3 séances, même si en 4 séances, en 2 semaines, en 3 semaines, tu peux ressentir déjà des améliorations et des bénéfices C'est une œuvre de par ce dont on a parlé. à revasculariser dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que Euh, il y a une relation importante que je rencontre chez les coureurs avec qui je collabore ou que j'ai collaboré entre... alors, tu vas me dire, oui, il y a un biais dans ce que je vais dire. Oui, il y a un biais, je l'accepte, je l'assume et j'y viens après. Mais ils ont souvent, avant d'être avec moi, fait peu ou pas ou d'une façon non optimale. Et j'ai la naïveté de penser que celle que je fais, elle est plus optimale que celle que je considère qu'ils avaient faite. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de blessures. Hmm. Et sur un sport non porté comme la course à pied, avec des volumes importants, il faut savoir qu'un triathlète professionnel, il fait, qu'il fasse de la longue distance ou pas, ça ne change pas vraiment la virgule en fait en termes de, en termes de durée, en termes de volume de course à pied, Hmm. mais on est sur du... Si on veut être bien, faut viser entre 80 et 120, 130 km, ouais, Hmm. Semaine. par semaine. Et il faut aussi qu'il fasse du vélo, il faut aussi qu'il nage, etc., etc. Et surtout pas qu'il se blesse. Ouais, c'est ça. Et il faut qu'il soit bon en pré-fatigue. Hmm. Et là, on comprend que ça a du sens de générer une pré-fatigue périphérique et non pas forcément centrale, qui aura des intérêts à d'autres moments pour le travail, mais créer une pré-fatigue périphérique. Bah, et si on ne veut pas qu'elle soit réellement centrale, parce qu'on ne veut pas générer on va dire, de dysfonctionnement dans les adaptations que l'on va souhaiter faire dans le futur, Hmm. ben, on m'expliquera comment on le fait sans trop de musculation, par exemple. C'est un truc bête, mais tu vois, à un moment donné, il faut qu'il y ait un lien mécanique qui se Ouais. fait. En tout cas, ce qui est clair dans ce que tu décris, c'est que la musculation, elle a sa place. La musculation, elle est importante si on veut un développement qui est complet. Et après, où tu places ta séance de musculation, fin de journée, début de journée, pré-fatigue, post-endurance, tout peut se justifier. Il faut que ce soit aligné avec les objectifs, avec ce que tu essayes d'accomplir dans le développement général. Et après, en fait, c'est vraiment juste faire du mieux que tu peux avec ce que tu as en termes de temps et en termes de ressources, quoi. Après, c'est les curseurs, où on les Hmm. place. Alors, si on parle d'athlètes professionnels qui n'ont que ça à faire, ben, on fait plus ou moins ce qu'on veut, on ne va pas se mentir. Si on est sur des athlètes semi-professionnels qui ont un travail, qui font des sports d'endurance, là, la question est à se poser, combien on fait de séances dans la semaine de vélo, de course à pied? Quelqu'un qui aura, par exemple, 4 séances par semaine de vélo, course à pied, est-ce qu'il fait sauter une séance pour faire une séance de musculation?
c'est là où le débat existe. Hmm. Euh, Où est-ce qu'on place la limite? On dit 3, on dit 4, on dit 5. Euh, Moi, je dis, faut pas prendre le débat comme ça. Faut le prendre dans un autre aspect. Alors, c'est pas des cas que je rencontre, mais j'y ai réfléchi un petit peu de façon très philosophique. Euh, c'est en gros, plus tu vas t'éloigner de l'échéance, et plus moi, je ferai sauter une séance dite du sport, course à pied, vélo, piscine, natation, peu importe, et j'irai chercher un développement général de musculation pas forcément spécifique à ton sport, parce que les adaptations, vas les perdre quand tu vas arriver à l'échéance, parce que après tu n'auras plus le temps d'en faire. Hmm. Mais créer un cycle, peut-être en début de saison, pour un cycle assez général pour harmoniser déjà ton corps, pour qu'il soit prêt déjà à encaisser les premières charges. Et après, ben, si tu n'as pas le temps d'en faire parce qu'à un moment donné, il faut que tu roules et que tu pédales, et que c'est supérieur en termes d'adaptation pour le résultat que si tu faisais que de la musculation. Mais quand même, je garderai toujours en pré-saison, quand on est loin de l'objectif, de faire du général et d'aller vers du particulier. Donc, en fait, faire ta modalité Hmm. quand tu te rapproches de l'objectif, même quand tu te rapproches, même quand tu en es un peu loin quand même. Mais en gros, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je le dis aux gens, je ne sais pas quand sortira le podcast, pardon, mais s'il faut le faire, c'est maintenant. Voilà. Hmm. Ouais, c'est ça. Bah, le meilleur jour, c'était hier pour commencer. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce Pas... que on me reproche souvent, euh, alors ça me gêne pas tant que ça non plus qu'on me le reproche, mais parce que j'ai un discours qui est, on me dit, ouais, mais c'est pas applicable. Tu parles que pour une minorité de gens. Tu parles pour les athlètes professionnels, c'est très spécifique. Oui, je le sais, mais parce que je parle de ce que je connais. Là, j'ai un petit peu digressé pour parler de ce que je connais pas, parce que ça fait sens. Et toi, toi, c'est quoi ton point de vue sur ce point précis, par exemple? Ouais, bah, je te dis, je bosse avec un cycliste actuellement sur sa PPG. Cédric, je te salue d'ailleurs si tu nous écoutes. Et il sait que la force, c'est quelque chose d'indispensable pour lui. Il sait qu'il se sent mieux quand il le fait. Et donc là, on a une approche qui est très généraliste pour commencer, pour justement établir une base de mouvement par rapport à tout ça. Donc là, on dédie 2 à 3 séances par semaine, alors qu'il s'entraîne pas tous les jours. Il n'a pas un temps qui est limité. Il a un boulot à côté. Et malgré ça, ben, avant de sortir sur le vélo, il prend du temps pour faire sa demi-heure, 3 quarts d'heure, voire 1 heure de renforcement musculation, parce qu'il sait que plus tard, on va pouvoir transférer ça, on va pouvoir passer sur des charges plus lourdes et on va avoir des gains intéressants vis-à-vis de sa pratique du vélo. Et donc, même pour... Après, c'est toujours ça, il faut la volonté de la personne aussi. Tu peux pas imposer des choses que la personne ne veut pas faire. Et donc, on revient aux croyances individuelles dans ce cadre-là. Est-ce que la personne croit à l'idée? Est-ce qu'elle croit au projet? Si elle y croit, tu trouveras de la place, tu trouveras du temps pour le faire. Si elle y croit pas, alors soit tu prêches à la mauvaise paroisse, soit il faut faire du travail en amont pour défricher le terrain, faire en sorte que la personne comprenne pourquoi c'est important de le faire. Mais si elle s'obstine à pas vouloir le faire ou à rater les séances ou à mal les faire, au bout d'un moment, comme on dit, tu peux emmener un cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer à boire, quoi. Non, je suis d'accord, mais en fait, dans ce que tu dis, il y a une chose essentielle, c'est l'adhésion. Hmm. Il faut qu'il y ait une adhésion de l'athlète, ça c'est super important. Euh, et la deuxième chose, c'est s'il n'y a pas d'adhésion de l'athlète, ça veut dire que tu t'es trompé quand tu as choisi de travailler avec lui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on ne Hmm. peut pas travailler avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. À partir de là, ben, il faut juste choisir les personnes avec qui on peut s'entendre. Parce que Hmm. dans tous les cas, on va ni rendre service à l'athlète si ça marche, si on ne s'entend pas, ni on va pas se rendre service à soi. C'est ça. Pour conclure, Cyril, sur ce petit morceau de force maximale et de développement en musculation. Donc, tu parlais des 3 séances, on va dire, en pré-saison hein, pour tes coureurs dans un monde idéal ou s'il n'y a pas d'autres contraintes à rajouter. Est-ce que c'est 3 séances de force max? Est-ce qu'il y a un petit peu de PPG là-dedans aussi? Comment tu organises les choses vis-à-vis de tout ça? Les 3 séances de force max, c'est de la force max. Ok. Donc, c'est en gros en salle, entre guillemets. Parce que même, ils ont des salles chez eux. Et après, 3, 4 fois par semaine, mais ça, c'est quasiment toute la saison. On a un réveil musculaire avec un petit peu surtout à base, on va dire, d'isométrie, Hmm. proprioceptive ou pas. C'est assez court, ça dure 10-15 minutes, c'est le matin.
C'est dans une routine. Je sais qu'on va parler plus tard, mais c'est en gros juste après l'isocapnie, Hmm. par exemple. Ça marche, on se lève, on se réveille, on boit un café, etc. On fait notre isocapnie. Après, on fait la petite séance qu'on appelle du renforcement, mais c'est oui, c'est vraiment un poids de corps ou avec des élastiques, etc. Ou style, on va travailler un tiré pour le psoas, par exemple, donc pour tout ce qui va être le fléchisseur de hanche, Hmm. c'est important. Un petit peu de mobilité, un petit peu de PPG. Ça va pas très très loin, mais ça reste quand même une routine globale et qui fait ils ont du gainage. La PPG, elle n'est pas pour leur sport cible, enfin si, elle est pour leur sport cible aussi, mais la stabilité, par exemple, j'ai opéré par les lombaires, eh ben, elle va être salvatrice pour libérer un petit peu le diaphragme. Hmm. Va être un petit peu plus affecté à sa fonction de ventilation, et un peu moins à sa fonction de stabilisation. C'est un petit détail, hein. Hmm. Et c'est un détail qui a du sens aussi. Hmm. Ok, très bien. Donc, il y a un peu de PPG, mais c'est plutôt autour des entraînements vélo et des entraînements on va dire, spécifiques. Et les séances de force max, elles sont dédiées à la force max. Quand ces séances de force max, si je peux nous donner une structure générale, série, nombre de répétitions, RPE ou répétitions en réserve vis-à-vis Avec des ça, différents ouais. exercices, ouais. Donc, je fonctionne effectivement avec une prescription de RPE qui lui-même est affecté à un tableau avec des répétitions en réserve. Hmm. Et tout ça est fait sous, on va dire, la supervision d'accéléromètres Mhm. qui sont soit à câble, soit détection de mouvement, où en fait on monitore la vitesse de déplacement d'une charge. Et en fonction de la vitesse de déplacement d'une charge, on sait où on est. Le nombre, alors déjà, qu'est-ce qu'on travaille? Moi, j'essaye de leur faire des séances qui sont courtes, au plus que je peux, et pas avec trop d'exercices différents. Pourquoi? Même si je sais que s'il serait plus préférable parfois de faire plus, des fois de faire moins, c'est mieux, on va dire. C'est mieux tout en gardant l'essentiel. Donc, on va évidemment, quand on est sur du spécifique, travailler les muscles qui sont directement impliqués dans la chaîne cinématique du mouvement Hmm. principaux, je parle, hein, parce qu'ils le sont tous en réalité, sauf qu'il y en a qui sont en chaîne fermée. Euh, Quadri, ischio, mollet. Euh, on va travailler après plus spécifiquement, mais avec des élastiques plutôt, donc ça ne compte pas de la force max, c'est plutôt tous les muscles qui vont fléchisseurs, extenseurs au niveau des hanches. Hmm. Ça marche à vélo, ça marche en course à pied aussi. Donc, série, ça va dépendre parce qu'il y a plusieurs cycles, c'est un petit peu différent. Moi, je ne suis pas dans de la force max stricto sensus pure comme la définition académique le ferait. Donc, je sais que je fais hurler souvent les préparateurs qui me disent, mais ça, c'est quoi? C'est pas de la force max. Ça, je leur dis, ben, c'est de la semi-force max. C'est mieux que rien. Mais c'est intéressant dans notre pratique. Hmm. Tu vois, c'est ça qui est, c'est que de la force max stricte, j'ai eu fait. Ça marche moins bien que une force max stricte. On va être sur du 5 répétitions, Hmm. 4-5 répétitions. Moi, je vais plutôt aller vers du 6-7 répétitions. On va être sur un RPE de 9, donc ça veut dire une répétition de réserve. On va faire en fonction de là où on place la séance, mais on va dire 5 séries. Par contre, ce qui est long, c'est les temps de récupération. Voilà. Et c'est là que la séance, elle est longue. Donc, certains, je leur ai eu proposé, mais c'est trop fatigant et il n'y a pas trop d'adhésion, mais de faire des contre-exercices, par exemple, où on va faire un petit peu d'isométrie ou du travail d'équilibre. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. C'est pareil, je veux dire, on peut pas. Il y a un cadre, l'idéal. Et après, il y a comment on l'applique à l'athlète. Voilà. Parce que celui qui a raison à la fin, c'est celui qui gagne. C'est celui qui gagne. Et comme c'est lui qui est sur le vélo ou qui nage ou qui court, bah, il faut que ça soit lui, tu vois, qui soit au final bien dans ses baskets. Donc on va travailler, donc moi c'est la presse horizontale, donc de leg press. Ensuite on va faire ischio. Alors leg press, on peut être, moi j'aime bien, alors on considère qu'on a des athlètes qui sont aguerris, j'aime bien l'unipodal. Hmm. C'est plus long, oui, parce qu'on fait le double, mais bon, enfin, c'est plus long en temps, hein. Après, en sollicitation, on est pareil, hein. Mais je trouve qu'on isole mieux, on garde un meilleur équilibre, on a un meilleur gainage. Enfin, on fait participer un petit peu.
plus, on va dire, d'autres muscles de stabilisation que ce qu'on le ferait avec du bipodal. Euh, Plutôt avec un freinage excentrique dans la descente, si on parle d'un leg press, Mm. plutôt d'une remontée assez explosive. Sur du leg curl unipodal aussi, pareil, hein, donc excentrique quand on retient la charge en descente. Et puis quand on remonte, là, non, on n'est pas explosif, on est très humble avec les ischios. Des muscles qui sont un petit peu plus fragiles. Là, on est sur des séries où je ne vais pas vraiment être en force max sur les ischios. On va plutôt presque être en endurance de force. Je Mm. trouve que c'est un petit peu contre-productif et les sensations sur le vélo sont complètement délétères. Et dans la bouche des athlètes, c'est dégueulasse. Donc, on va être beaucoup plus précautionneux que ce qu'on peut l'être sur les quadris. Mm. On va travailler les mollets. Là, c'est pareil, on n'est pas vraiment sur de la vraie force max stricto sensus pure. Je vais combiner plusieurs choses, plusieurs cycles, où moi, ce qui va m'intéresser beaucoup aussi, c'est comment se comporte l'amplitude du mouvement. Cette amplitude de mouvement va me permettre aussi une souplesse de la cheville et à la fois une rigidité qui va m'être très, très utile dans ce qu'on appelle le cross énergétique. C'est quelque chose que j'ai théorisé dans le vélo. Euh, pour l'efficience mécanique du pédalage et qui va être très utile en course à pied, évidemment aussi, puisque on a besoin à la fois de muscles et de tendons qui sont très rigides, mais qui sont capables d'être relativement souples dans leur retour. Le retour, c'est très important. La dorsiflexion en course à pied, qui est le fait d'armer son pied, il faut un petit peu plus de souplesse à ce Mm. moment-là, quand le pied est libre. Et d'avoir cette capacité de blocage, contraction et souplesse, ben, ça se travaille aussi sur des phases un petit peu spécifiques que l'on va pouvoir notamment faire avec un leg press où le chariot recule. Je voulais prendre quelques instants pour te dire merci de choisir le podcast Upside Strength et de passer ces quelques moments en notre compagnie. Si tu apprécies ce podcast, voilà deux manières pour nous aider. D'abord, laisse un commentaire sous ce podcast sur Spotify ou YouTube et ensuite prends quelques instants pour partager cet épisode autour de toi, que ce soit via une story sur Insta ou directement par WhatsApp à un de tes amis. Merci de ton soutien et maintenant retour à la conversation avec Cyril. Ok, super intéressant. Et bah, ça nous amène assez bien sur l'élément suivant dont je voulais parler, qui était le travail de pliométrie que tu fais notamment avec tes coureurs à pied, mais pas seulement. Donc, est-ce que tu peux distinguer d'abord la pliométrie de la force dont on vient de parler pendant presque une heure et dans quelle mesure tu la mets en application à l'entraînement? Alors la pliométrie, on en fait essentiellement quand même, on en fait un petit peu à vélo, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On peut avoir en gros, hein, il y a plusieurs types de mouvements en musculation. L'isométrie, il n'y a pas de mouvement concentrique, mouvement excentrique. Euh, et on va voir la pliométrie. La pliométrie, en gros, c'est un cheminement très rapide entre l'excentrique et le concentrique. Voilà, Hmm. en gros, avec un débit de puissance maximale. Voilà, je ne sais pas la définition académique telle qu'elle, si elle est exactement celle-ci, mais c'est l'idée que je m'en fais d'un point de vue de son utilisation mécanistique. Hmm. C'est essentiel, à mon sens, à pied sur la gestion de sa capacité à générer un mouvement dans l'unité de temps qui nous est dévolue dans le contact au sol. En gros, c'est d'être capable de générer à la fois de la puissance, d'être à la fois précis et très rapide. Et souvent, on peut faire ces choses-là, mais pas forcément dans le temps que nous avons pour le faire. Donc, avoir de la cadence, avoir une poussée max au sol et orientée, ça fait trois choses différentes. Trois choses qui peuvent être faites de façon isolée, mais quand tu les mets ensemble, on peut être moins efficient. Et ça, c'est ce qu'on voit. Donc, on va être sur des choses assez basiques, mais tu vois, les foulées bondissantes, ça reste une chose qui est relativement basique, mais qui se fait, enfin, qui a beaucoup de sens. On peut avoir aussi les sauts, c'est assez bête, mais les sauts, les sauts, ça fonctionne bien. Quand tu es à la salle, le contre-mouvement jump, par exemple, Hmm. aussi, se fait aussi. Mais on est, en fait, je vais casser un mythe. Pourtant,
je prends en charge des sportifs j'ai la chance, qui me fassent confiance déjà, qui sont au plus haut niveau dans leur sport respectif, mais on ne dévolue pas tant de temps que ça à la salle. En gros, je te prends par exemple un triathlète. Mais sachant que la pliométrie, on l'a fait en réel. Moi, j'aime bien leur faire faire pendant les séances de course à pied. Donc, en gros, faire de la surcadence, faire des foulées bondissantes, faire du gratté, etc., etc. On fait ça dans des séances de basse intensité, quand on a de la disponibilité musculaire, parce que ces choses-là, quand on les fait, c'est comme quand on fait des protocoles de sprint très spécifiques. Si on le fait sans une implication maximale, autant pas le faire, parce que c'est l'implication qui va générer l'adaptation. Donc, mal le faire, on ne le fait pas. Voilà. Ouais, c'est un peu le raisonnement derrière les longs temps de repos. Alors pour la force max, non seulement, mais surtout pour le travail de sprint, si on parle de développement de vitesse. Parce que si tu n'es pas reposé, tu ne seras pas à fond. Alors tu auras l'impression d'être à fond, mais ton corps ne pourra pas le faire, donc tu seras peut-être à 90% de ton vrai potentiel. Et à 90%, ben, tu vas pas plus vite. Tu es plus lent que ce que tu devrais normalement être à 100%. Donc le fait de faire les choses frais, c'est un des, je pense, à mon avis, c'est un des arguments pour mettre le travail, on va dire, nerveux en début de séance. C'est quand es frais et quand il y a accès Ça, c'est pour sûr. justement maximiser ce rendu-là. Et c'est cool tout ce que tu as dit là, que je qualifierais de pliométrie extensive, si on veut distinguer extensif et intensif. Ouais. Mais c'est des petits exercices qui paient pas de mine. Mais si tu les fais régulièrement, si tu les fais chaque fois que tu sors courir à pied ou deux, trois fois semaine, sur plusieurs mois, c'est des choses qui vont avoir un impact considérable sur la qualité de ta foulée, sur la qualité de ton rebond, sur ton économie, comme tu l'as dit, et ta capacité à rendre la force. Et ça on s'en rend pas compte parce que ça a l'air tellement simple. Mais comme souvent, hein, c'est les basiques faits encore et encore qui nous amènent les meilleurs résultats. C'est pas vendeur. Non. Ça paraît pas vendeur parce que c'est pas le truc nouveau, tu vois. Mais alors, non pas que je dis qu'il faut pas mettre des trucs nouveaux, mais les basiques, on est obligé quand même de les maîtriser. Et, on n'a pas le choix. Et tu parlais des sprints. Moi, j'ai un protocole de survitesse que j'ai créé il y a quelques années. Quand je l'ai créé, il y a quelques années, ça fait style 8 ans, je crois. On m'a dit que j'étais fou. J'ai été le premier enfin, un des premiers à faire des sprints aux athlètes d'endurance longue distance. On me dit, mais à quoi ça sert? Ça sert. Et en gros, tu vois, on a des sprints de 7 8 secondes où je demande un repos d'au moins 1 minute 30. Mm. L'idée, c'est de faire une série de 6 7. Si on commence à dégrader, ben, on arrête la série à 6 et on fera un repos de 5 10 minutes avant de recommencer. Et après, on aura des sprints de 30 secondes bien spécifiques dans une montée, enchaînés avec 1 minute 30 sur un faux plat descendant. Enfin, on va pas passer les détails de ce protocole, mais en fait, l'important, c'est quand on fait quelque chose, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on attend de l'exercice. Et quand on sait ce qu'on attend de l'exercice, on peut, on va dire, habiller autour ce qu'on demande à l'athlète. Mais la conditionnalité quand on fait du sprint, c'est d'avoir une intentionnalité et un débit de puissance maximal. On peut les faire en montée, ça se justifie pour certaines spécificités de poussée d'orientation de la force, de baisse de la contrainte mécanique. Mm. On peut aussi faire des sprints sous-maximaux, donc on est plus sur des sprints, mais en descente, pour avoir une extension et une flexion de hanche maximale pour s'habituer à la vitesse aussi, pour habituer aussi la contrainte musculaire que l'on va avoir sur cette spécificité. En fait, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup plus d'idées que de temps que l'on a à notre disposition et la limite humaine pour les réaliser. Ah, ça c'est vrai. Ça, Ça c'est une c'est vrai, réalité. Cyril. Ça c'est une réalité, ouais. C'est un peu le mythe que je te disais, c'est qu'en fait, on ne fait pas aussi bien que ce que l'imaginaire collectif des gens peut avoir quand on pense au très haut niveau Mm. sur, par exemple, l'approche de la musculation, où on le fait plutôt correctement, sans se blesser, mais le gros du travail, dire sur 30 heures par semaine, la salle, ça va être, même en pré-saison, ça va être 2 heures et demie. Ouais. Même pas à 10% de la charge de Non, travail. non, c'est sûr. Est-ce que tu verrais un argument pour avoir cette proportion qui soit plus importante pour des athlètes en développement, pour des athlètes plus jeunes, de manière à ce que justement, quand tu arrives à ces niveaux-là et à ces volumes-là, les 3 heures, elles soient vraiment, entre guillemets, maximisées parce que tu as fait parce que tu fait le travail dans les années précédentes? Ah, c'est sûr que si dans les 3 heures, on met l'apprentissage, on ne va pas travailler beaucoup.
il faut arriver formé. Alors, Hmm. moi, je ne suis pas un spécialiste de la force athlétique, mais je trouve que, alors, il y en a qui disent que faire des squats à un enfant de 14 ans, c'est suicidaire. Euh, tu as dû l'entendre peut-être, je ne sais pas. Asseoir un enfant à une table 8 heures par jour à 14 ans, ça, Ouais. c'est suicidaire. Mais je veux dire, faire un squat avec une barre à vide ou sans barre, juste pour maîtriser des mouvements qu'elle a 14 ans, je vois pas en quoi c'est traumatisant. Au contraire, Hmm. c'est un investissement pour plus tard. Hmm. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être dépoussiérées aussi dans l'approche. Tu sais, il y a des gens qui disent que l'entraînement ventilatoire n'est pas un discriminant à la performance, hein. Enfin, la fonction Il y a des gens ventilatoire. qui n'ont pas lu tes études aussi, Cyril. Tu sais. Oui, mais c'est pour te dire, c'est pareil, ça dépend des biais. Si on considère que le biais là-dedans, c'est qu'on dit que vu qu'il n'y a pas d'évolution statistique notable de la VO2 max, donc il n'y a pas de performance qui est améliorée parce que c'est on va dire, c'est le proxy majeur. Oui, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on prend comme marqueur tu vois, c'est toujours pareil, mais on peut justifier tout et son contraire avec la science, c'est ce qui est bien. Dès lors que l'on a un raisonnement qui tient la route, c'est intéressant d'échanger avec des gens qui ont des points de vue contradictoires parce que souvent on apprend, hein. Parce qu'on va Ouais, prendre des choses d'eux, hein. tant que c'est fait en bonne foi. Tant qu'il Oui, y a la volonté de se remettre en question et de pas simplement, comment dire ça, enfouir sa vérité dans la gorge de l'autre parce qu'on on pense qu'on a la science infuse ou qu'on a tout compris et que les autres doivent se subjuguer à nous et que ça c'est problématique. Mais comme tu l'as dit, si c'est fait de bonne foi, si c'est fait avec l'idée de partager et d'apprendre, forcément c'est comme ça qu'on avance aussi. ah, mais c'est la science, c'est essai-erreur, empirisme protocolisé. Et on peut protocoliser son empirisme en prenant des choses d'autres personnes, justement, Ça, qu'on ça, essaye. ça, je te l'ai volé, la science, c'est de l'empirisme protocolé ou protocolisé. C'est quelque chose que je répète un petit peu plus maintenant que je t'ai entendu le dire il y a un moment parce que enfin, c'est tellement vrai au final et on veut mettre on veut mettre la science et la méthode scientifique sur un piédestal, mais sans l'expérience de terrain, la science, elle vaut pas grand-chose et la majorité des papiers qu'on référence on ne considère pas le contexte dans lequel ça a été étudié, on ne considère pas la démographie sur laquelle ça a été investigué. Et ça, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte. Et parfois même, le papier, il va te dire des choses alors que tu devrais faire l'inverse dans ton cas de terrain. Et si tu avais réfléchi un peu par toi-même, t'aurais pu être arrivé à cette conclusion. Mais si on tend vers le scientisme et qu'on on admet que une double aveugle randomisée contrôlée et les méta-analyses, c'est le Saint Graal et Oui, qu'il faut la se pyramide, prosterner la devant. hiérarchie scientifique, oui. Ouais, c'est ça. Et Mais l'expérience personnelle, pour moi, elle est indispensable. Et, ou en tout cas, on ne peut pas raisonner vis-à-vis de la science de manière abstraite et sans le contexte d'application pratique. pour moi, là, enfin, on enfonce une porte ouverte dans mon esprit. Pour moi, c'est toujours le contexte qui fait sens, c'est le terrain qui fait sens. La science, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui nous donne des guidelines, comment utiliser dans un contexte optimal. Il faut regarder donc au labo ce qu'on a fait. Mais notre outil, quand on va l'utiliser dans la réalité, est-ce qu'on aura les mêmes conditions? Et je pense que le terme de performance scientist, c'est d'être capable de faire ces allers-retours, ce pont, c'est de contextualiser la science sur le terrain et d'être capable de faire remonter le terrain jusqu'au labo pour retester des choses qui viennent du terrain pour voir si réellement on a des améliorations, mais quand on les fait dans le contexte du terrain. C'est ça, c'est faire parler deux mondes qui sont presque irréconciliables et qui pourtant, la science, elle travaille pour le terrain. Que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la santé, enfin, il y a tellement de domaines différents. Mais moi, je n'oppose jamais les deux. J'essaye d'être un trait d'union entre les deux. Mhm. Ouais, c'est cool que tu l'abordes comme ça. nous amène à un sujet dont je voulais parler. C'est ton statut qui est très indépendant vis-à-vis des organismes avec lesquels tu fonctionnes, des équipes avec lesquelles tu fonctionnes, même des athlètes avec lesquels tu fonctionnes. Donc, ton, ta casquette, c'est celle de performance scientist. Mais, et c'est marrant, on parle de ça, toi et moi, depuis, bah, je dirais, presque plusieurs années maintenant autant toi que moi, on est des électrons libres. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément rattaché directement à une entité, une équipe ou une autre, et on a pas mal de marge de manœuvre
dans la manière d'approcher les choses, de dire les choses, de faire les choses. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette perspective-là qui, on va dire, se rapproche plus de peut-être de la philosophie du coaching et de comment toi tu approches ton métier, mais qui, à mon avis, est une part importante de la manière dont tu réfléchis et aussi, je pense, des choses que tu arrives à tirer de ce que tu fais dans ton travail. J'aime bien me définir de la manière suivante. Je dis, je suis un petit artisan de la performance, du moins j'essaye. Euh, j'ai la chance, et je touche du bois. Bon, c'est pas très scientifique, hein, je sais, mais je on garde Si, quelques croyances, hein. il paraît que si tu y crois, ça marche mieux. Ouais, écoute, c'est ce qui est bien, c'est la pensée positive. Euh, mais déjà, je veux choisir avec qui je travaille. Je choisis d'abord des hommes avec des valeurs qui correspondent aux miennes, avec qui je pourrais échanger. Ma manière de travailler fait que j'échange beaucoup avec mes athlètes pour les écouter en premier, pour faire le moins d'erreurs possible. Sur ce qui, le plus grand monitoring qu'on peut avoir, c'est le feedback de l'athlète, en vrai. Et ensuite, on met en parallèle avec ce que les data nous donnent. Mais l'athlète aura toujours raison, hein, dans tous les cas, parce que c'est sa réalité. Sa réalité, c'est celle qu'il touche. Donc, c'est la vérité. Après, on essaye évidemment, on va dire, de nuancer et d'amener de la performance. Et pour pouvoir travailler de la façon que l'on veut, il faut être indépendant. Pour travailler avec différents types d'athlètes, différents sports. Euh, Quand on monitore un grand continuum d'athlètes, je ne dirais pas de niveaux différents parce qu'ils sont tous plus ou moins à haut niveau dans leur discipline. Euh, on a euh, des transferts entre certaines qualités de certaines disciplines que l'on arrive à associer. Ça nous fait progresser. Quand on assigne, par exemple, des triathlètes et des cyclistes à un entraînement ventilatoire à différents moments de la saison, et qu'on a un groupe qui répond mieux que l'autre, on se dit pourquoi. Je vais te donner un petit exemple très simple. Je participe à des training camps et je fais des training camps en altitude avec mes athlètes qui sont soit sous l'égide d'un training camp d'équipe structuré auquel cas l'équipe elle vient, etc., soit de façon individuelle. Euh, je leur fais faire plus ou moins la même chose. Et je leur ai dit, donc ça c'est l'objet d'une future étude qu'on va publier, je pense, au mois de mars, peut-être, sur les effets de la ventilation nasale et la performance sportive. Euh, je demandais cet été à mes athlètes de passer en ventilation nasale sur les séances au SV1 ou en dessous du SV1, à pied ou à vélo. Les athlètes qui ont eu, alors il y a eu tous eu une amélioration notable dans la cinétique de l'analyse moyenne des performances inspiratoires et notamment expiratoires du FEV1 et aussi du FEV6 d'ailleurs, mais plus sur les coureurs à pied. Plus sur les coureurs à pied. Donc l'inspiration nasale chez les coureurs à pied à basse intensité, je te passe les détails spécifiques de comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, mais on a accès à un plus grand volume total au final, et on a une meilleure force expiratoire. La meilleure force expiratoire, on l'a déjà, même si on ne fait pas ça, parce qu'en altitude, on a une amélioration de la capacité expiratoire qui va s'opérer, dans tous les cas. Mais de le faire spécifiquement, uniquement en nasal, à basse intensité, on a une sorte d'entraînement inspiratoire avec une légère résistance qui est liée aux voies aériennes supérieures. En voyant ça, j'ai pu me rendre compte que la restriction du flux d'air à l'inspiration conduisait à des améliorations notables en termes de volume total et de volume expiratoire supérieur que ce qu'on peut l'avoir uniquement sur le vélo. On a un renforcement un petit peu plus grand du diaphragme aussi. Hmm. Quand tu es à pied, tu as une moins bonne stabilité du tronc, mais tu as une plus grande capacité d'ouverture thoracique. On a Hmm. une amélioration du FEV6 plus grande chez les athlètes en course à pied.
que chez les cyclistes qui ont une restriction au niveau thoracique. On a un plus grand travail des muscles accessoires, donc sténo-clédo-mastoïdiens, que l'on ne va pas ou moins avoir à vélo, par exemple. Ça, si j'ai pas ces deux échantillons et si je mets pas beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi, tu vois, c'est un petit exemple que je t'ai donné, donc j'ai ramené ça à la ventilation, mais si je travaille dans une équipe cycliste, par exemple, avec toujours le même type d'athlète, la même façon de travailler, on est dans un moule où il faut rester dans une organisation qui ne change pas, qui est assez immuable, il ne faut pas se Mm. mentir. Ben non, ça ne m'intéresse pas. C'est peut-être le Saint Graal pour des gens d'avoir un petit autocollant sur un t-shirt. Moi, je fais tout pour pas l'avoir et je ne le veux pas parce que je veux pouvoir rester capable de faire ce que je veux, capable de me tromper. Quand je me trompe, c'est pour moi, pas sur les athlètes. Quand je fais quelque chose sur un athlète, c'est que je sais que ça fonctionne. Mais on sort parfois des sentiers battus. Et si tu travailles pour une équipe, si tu es intégré à une équipe, tu as toute une inertie de fonctionnement. Moi, quand je veux qu'on teste quelque chose, je propose à l'athlète, je dis voilà, on va faire ça, on va monitorer ça. Tu as, ta séance, si c'est moi qui. Donc, si je l'ai juste en monitoring par le protocole ventilatoire, on monitor sa séance, mais on est vraiment très libre de faire. On ne fait pas de politique. On essaye de faire de la performance sur le terrain. Donc, cette, on va dire, liberté, ça n'a pas de prix. Qui, dans une structure professionnelle, peut monitorer 30, 40 séances par semaine aujourd'hui? Enfin, Avec une liberté complète de quelle séance tu monitores, qu'est-ce que tu monitores pendant la séance, qu'est-ce que tu modifies en fonction de ce que tu as vu dans le monitoring, sans devoir faire valider par c'est ça. un tel et passer par les échelons. Et après, je me rends compte aussi que forcément, toi et moi, on est biaisés parce qu'on fonctionne pareil et on a un peu le même cerveau de ce point de vue-là vis-à-vis de Aussi, l'autorité peut-être, ou en tout cas ouais, dans ça, ouais, il y a un petit peu ça, ouais. Ouais, tu sais quoi, je dis autorité, mais j'ai pas de problème avec l'autorité parce que si quelqu'un de très compétent ou en C'est ça, connaissance de voilà, cause me dit quoi faire, moi ça me pose aucun problème. pareil. Mais je pense que c'est le fait d'être bridé en fait qui me pose un énorme problème. Et on en parlait en off tout à l'heure, j'ai eu la chance d'intervenir et j'espère continuer à avoir cette chance-là d'intervenir dans des clubs professionnels, notamment de foot cette année où j'ai la possibilité de parler au staff, d'exposer au staff des idées, de leur donner des idées sur qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place dans leur contexte, malgré toutes les restrictions et tous les besoins qu'ils ont. Mais je vois bien que concrètement sur le terrain, ils ont une marge de manœuvre qui est quasi nulle. Et que au final, si le head of performance il n'a pas décidé qu'on allait faire ça cette année, ça va être impossible à faire passer ou d'essayer un truc parce que ça a l'air intéressant. Et en plus il y a, il y a la hiérarchie, on va dire, dans le club en lui-même. Il y a la culture du sport. Dans le Les foot croyances, notamment, les croyances qui sont impliquées là-dedans, les croyances collectives, comme tu les as bien nommées avant, qui vont restreindre notre manière de penser, notre manière d'opérer. Mais je trouve ça alors, intéressant étant un intervenant externe, malheureux pour ceux et celles qui veulent qui pensent vouloir bosser dans une équipe pro et qui au final se retrouvent là-bas un petit peu les mains attachées et en gros tu fais ce qu'on te dit de faire et si tu mets un pied dehors eh ben, c'est toi qui prendras la part en premier quand les choses iront mal. Je trouve que c'est un environnement qui est tellement pas sain et forcément je qualifie pas toutes les équipes professionnelles ni de foot ni non, d'autres bien sports évidemment. de cette manière. J'ai un échantillon qui est assez faible de mon côté et donc ce serait malhonnête de juger la globalité de ma part. Mais ce que je dis, c'est que, voilà, j'entends souvent des jeunes coachs ou des jeunes personnes qui se forment en préparation physique et qui aspirent à être préparateur physique dans un grand club. Euh, Ça ne veut pas toujours dire ce qu'on pense que ça veut dire. Être préparateur physique dans un grand club, ça ne veut pas dire tu fais ce que tu veux. Non, on a. Rarement en tout cas. Non, Ou non, alors non. ça dépend du head of performance. Oui, c'est ce que je te disais. Le Graal, c'est souvent, moi, j'ai des gens de mon entourage qui me disent, mais pourquoi tu ne travailles pas dans une équipe? Et je lui dis, mais pourquoi? Ben, parce que ça serait bien pour toi. Et je lui dis, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh ben, je sais pas. Ah ben voilà. Ben, j'ai dit, je travaille des athlètes qui eux-mêmes sont dans des équipes, mais j'interviens, je fais ce que je veux et quand je veux. Mm. Avec évidemment l'assortiment de l'équipe. Et c'est là qu'il y a une culture très différente entre une approche plutôt anglo-saxonne, mais même d'Amérique du Sud, même d'Océanie, d'Asie, versus française.
C'est-à-dire qu'il y a une manière de fonctionner qui doit exister. Une équipe, c'est 150 personnes en tout, hein, avec Hmm. la structure administrative, etc., etc. Faut qu'il y ait des règles. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est le bordel. On va pas Hmm. se mentir. Euh, mais quand tu as affaire à certains interlocuteurs de ces équipes-là, on te demande, en gros, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Où c'est que tu vas nous apporter de la performance? Donc, tu proposes ce que tu as proposé. Et si tu convaincs, on te dit, OK, pas de souci. Qu'est-ce que tu nous demandes? Ben, moi, je vous demande rien. Je demande de faire ce que j'ai envie de faire quand je peux le faire, évidemment en essayant de rentrer le plus possible dans l'organisation qui a été mise en place dans un training camp. Ben, si aujourd'hui, il y a une sortie collective avec les deux voitures de suiveurs qui va faire 5 heures, ben, on va pas, nous, faire, ou 2 heures, on va pas faire, nous, une sortie de 5 heures, pareil, ou vice-versa. On va essayer de s'adapter. Donc, dans un training camp, il y a on va dire, une planification qui est donnée pour le training camp de ce qu'on va plus ou moins faire. Euh, alors, ça peut paraître très rigide, quand on dit ça comme ça, mais il faut savoir que dans un training camp, il y a un cuisinier, il y a des suiveurs, il y a des masseurs, il y a des mécaniciens, et on ne peut pas leur dire, ouais, alors 2 heures avant, même si ça se passe des fois comme ça, donc il y a une structure. Donc là, on essaye de faire coller les monitorings. Donc moi, quand j'ai des athlètes euh, dans ces équipes-là, que je peux avoir soit en planification globale de l'entraînement, soit uniquement sur le protocole Ventilatory Strategy and Training, où on fait des dans tous les cas, on fait des monitorings dans tous les cas. Hmm. Donc, si c'est pas moi qui les ai en préparation, ben, je monitore leurs séances à eux. Sinon, je monitore mes séances à moi. Mais dans tous les cas, on monitore, on s'adapte. Dans, dans des équipes françaises, ça paraît impossible. Alors que, au final, on change pas l'organisation du groupe. Les athlètes partent en même temps, ils rentrent en même temps, on s'adapte. On s'adapte. Mais par contre, voilà, euh, on a cette liberté. J'ai cette liberté de pouvoir faire ça, d'avoir des équipes qui l'acceptent. Et on me propose, et je dis ça en toute humilité, hein, sans prétention aucune, hein, euh, d'être, on va dire, salarié d'une équipe, mais de devenir du coup exclusif. On l'a proposé dans plusieurs équipes différentes, et évidemment, je ne citerai pas de nom, pour des raisons de respect et de confidentialité. Surtout que c'est des gens avec qui je travaille encore, tu vois, mais de façon non intégrée. Mais je veux rester indépendant. Et pour moi, c'est une force qui est... ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Ouais, et c'est vraiment c'est intéressant d'avoir ces deux côtés de la pièce. Est-ce que pour jouer un peu l'avocat du diable par rapport à notre position actuelle en tant qu'électron libre, on va dire, euh, quels avantages tu verrais à faire partie d'une équipe? D'être un salarié, de faire des horaires de bureau, ce que totalement n'est pas compatible avec moi. Hmm. Il faut savoir que les entraîneurs, par exemple, ils appellent ça comme ça, ils ont un certain nombre de jours, un certain nombre d'heures. Donc, en gros, je te dis n'importe quoi, moi, l'entraîneur, il va répondre jusqu'à 17 h 18 h. Mais c'est normal, je comprends, hein, mais dans ce métier, nécessité fait loi. Donc, voilà, il y a des fois où il faut faire plus. Moi, tu vois, cette année, j'ai été contraint, enfin contraint, non, j'ai pas été contraint. À des moments, il y a eu enfin, il y a eu des coureurs qui ont dû changer de programme, aller sur d'autres courses. Donc, il y a des choses qui se sont déplacées. Il y en a qu'il fallait absolument monitorer, mais il n'y avait plus la place. Eh ben, j'ai eu fait des allers-retours dans la journée pour aller monitorer et faire 9 heures de route Hmm. et faire 3 heures de monitoring parce qu'il fallait le faire. Ça, jamais tu verras ça. Mais je veux dire, je fais pas, j'en tire pas une gloire éternelle, hein. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et parce que je sais que c'était rentable de le faire dans une approche de performance. Voilà, clairement. Mais voilà, ça paraîtrait plus. Toi, tu peux plus parler de ça que moi parce que récemment, tu as acheté une maison Hmm. et tu l'as fait financer par un organisme bancaire. Euh, on t'a dit que tu avais une société, euh, mais que c'était beaucoup moins safe, que si demain ça s'arrête, comment tu rembourses? Comme si dans le cas où tu es salarié,
ton salaire est un dû éternel. Comme si tu ne peux pas être dans une société qui subisse, par exemple, une réduction personnelle. C'est, Euh, donc, dans ces aspects-là, le côté sécuritaire du travail, qui n'en est pas un. Hein. Parce que, c'est l'illusion de la sécurité, en fait. bien évidemment, parce que le jour où on Mm. n'est pas content, nous ne nous faisons aucune illusion. On n'est pas des fonctionnaires. Le jour où on n'a plus besoin de toi, où on n'est pas content de toi, que tu sois indépendant, que tu sois salarié, tu te retrouveras dans la même situation. Sauf que dans le côté salarié, tu auras peut-être le chômage, si tu es en France, et dans l'autre cas, tu n'auras pas grand-chose. Rien, tu n'auras rien. Voilà, tu n'auras rien. Mais euh, pour moi, ma liberté de penser, ma liberté d'agir euh, est plus importante que tout. Quel que soit le nombre de zéros, je ne changerai pas de vie, je n'irai pas vivre ailleurs, pour des raisons aussi parfois administratives, quand tu vas dans certaines équipes qui sont dans certains pays, etc., etc. Voilà, je reste comme je suis. Et tu vois, l'étude que j'ai pu mener, est-ce que j'aurais pu mener la même étude si j'avais été dans une équipe? Ah, si on t'avait dit oui, Oui, si on m'avait dit oui. Mais ça aurait pas été ton choix. ce- Enfin, le ce- choix final aurait pas été le tien, quoi. non, c'est toujours pareil. Est-ce que tu penses sincèrement qu'une équipe aurait financé un gars pour faire une étude pour mettre à la disposition de tout le monde un levier majeur de performance méconnu? Voilà, je te pose la question comme ça. Voilà, tu as la réponse. Mm. Tu as la réponse. Mais notre statut peut paraître parfois pour des gens autour de nous euh, un petit peu interrogateur, précaire, parfois, j'ai l'impression, mais ben, en fait, il ne l'est pas plus que eux, je dirais, hein. Mm. Même certainement moins. Puisque le jour où tu en as marre, Sean, la personne, ok, mais très bien. Et tu peux te concentrer sur quelqu'un d'autre. Aller chercher, on va dire, d'autres défis, d'autres projets. Tu peux le faire aussi quand tu es salarié, mais ça implique que tu dois complètement lâcher la branche sur laquelle tu te tiens, alors que quand tu es indépendant, ben, tu te tiens avec les mains, avec les pieds à plusieurs branches différentes. Voilà, si on parle purement d'un côté, on va dire, sécurité de l'emploi. Mm. Ouais. Et un truc sur lequel je voulais revenir, tu l'as dit tout à l'heure, et pour moi, ça reste, à mon avis, un des avantages incontestables de nos positions respectives, c'est que euh, on a une visibilité qui est très très globale sur différents sportifs, sur différentes applications, sur différentes choses qui fonctionnent dans certains contextes et pas dans d'autres. Moi, je sais que je tire une richesse d'apprentissage de travailler avec autant de sportifs différents et autant de coachs et préparateurs physiques différents, du fait que ça m'aide à contextualiser tout ce que j'essaie d'apprendre au niveau théorique, parce que encore une fois, la théorie sans le contexte dans lequel il est appliqué, c'est du blabla, si on veut bien. Mais le fait de voir, ah, dans cette condition, ça marche bien. Pour tel profil d'athlète, ça marche mieux que pour un autre. Ah, là, il est plutôt endurant, donc ça va être plus intéressant pour lui. Et commencer à comprendre en fait toutes les couches et tous les différents paramètres qu'il faut considérer pour au final, bah, l'objectif, c'est quoi? C'est atteindre la meilleure performance possible, c'est atteindre les objectifs que tu vises. Mais pour ça, il faut pouvoir contextualiser l'information. Et pour moi, ça reste un des aspects les plus intéressants aussi. Et parce qu'on on en parlait, il faut être curieux pour faire ce qu'on fait. Tu peux pas juste être blasé et mettre un pied devant l'autre, ça marche pas. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de nourrir cette curiosité, le fait d'avoir autant de richesse et de variété à portée de main, si on veut bien, pour faire notre métier et pour essayer de continuellement le faire mieux, l'améliorer et le partager au final après avec le plus grand nombre. Je suis entièrement d'accord avec toi. On en a parlé longuement. C'est vrai que moi, je t'ai pris l'exemple du triathlète et du cycliste avec les deux réactions différentes au même Mhm. stimulus. Mais et toi, tu l'as plus généralisé dans ce que tu as dit, et je suis entièrement d'accord avec ton approche, et c'est pour moi une grande source de richesse. Je vais te le résumer en une phrase que peut-être que tu me piqueras, à mon avis, parce que, non, mais j'aime bien faire des petites métaphores. Euh, En gros, la transversalité de l'application de terrain que l'on peut rencontrer,
Ça nous permet de faire une forme de méta-analyse de ce qui fonctionne sur le terrain. Voilà. Sans les contraintes de la recherche qui, au final, aplatissent toutes les courbes et sont très très difficiles à faire de manière concrète et pratique, quoi. C'est la méta-analyse du terrain. Ouais. Voilà. On a filtré tout ce qui n'est pas applicable sur le terrain, puisque là, on prend les informations du terrain. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne manière de le voir et faire une synthèse. Et pour moi, l'idée de modèle m'a toujours attiré. Le fait d'avoir un modèle, c'est-à-dire une compréhension ou une modélisation de la réalité et du monde dans lequel on vit, ou alors du secteur dans lequel on est actif, dans ce contexte-là, la performance sportive et plus concrètement l'endurance. Euh, L'idée, c'est aussi d'avoir un modèle qui est juste. C'est-à-dire que, et un modèle qui est juste, c'est un modèle qui a un champ d'applicabilité le plus large possible. Si on prend pour aller à l'extrême, on peut parler de la physique et du tout petit dans la matière et de notre compréhension actuelle des choses. Et pour l'instant, on n'arrive pas à réconcilier deux grands modèles dans notre manière de comprendre l'infiniment petit. Euh, et je dirais que si un jour on trouvait un modèle qui regroupait tout, on aurait un modèle qui serait mieux qualitativement et quantitativement parce qu'il s'applique de manière plus large aussi. Et je trouve toujours intéressant cette idée de tendre vers un modèle qui s'élargit dans son champ d'applicabilité pour regrouper un maximum de choses et expliquer un maximum de choses avec forcément les limites que ça a, parce qu'un modèle, ce sera jamais la réalité. Mais vu que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour simplifier et comprendre les choses, je trouve que c'est un exercice intéressant. Ils sont tous faux, mais certains sont utiles. Ouais, comme comme le disait George Box. Mais non, mais c'est une réalité. Puis même la transversalité de différents sports te permet d'avoir des retours d'expérience de terrain humain, des problématiques que certains athlètes rencontrent. Hmm. Par exemple, certains vont compétiter avec des décalages horaires importants, d'autres avec dans des pays avec une humidité importante. Et tu n'auras pas forcément ça dans ton sport, mais ponctuellement, tu vas pouvoir le rencontrer. Est-ce que tu sais comment doubler ton revenu en moins de 30 jours avec le dropshipping? Eh ben moi non plus. Par contre, si tu veux te former sur la programmation de l'endurance, sache que les inscriptions pour la saison 4 de mon Mastermind Endurance sont maintenant ouvertes. Le Mastermind, c'est une formation accompagnée de 12 semaines en distanciel pour les coachs, kinés et prépa physique qui veulent aider leurs coachés à gagner en endurance, en récupération et en performance. Clique le lien dans la description pour en savoir plus. Et tu vas pouvoir donner des clés aux athlètes. Et ça, c'est une expérience pratique du terrain, comme une expérience du haut niveau. C'est comment on gère certaines choses. Parce qu'il n'y a pas que le côté très structuré académique de la planification de l'entraînement, la rigidité. Non, non, un athlète, c'est vivant, c'est humain, ça a des problématiques. Euh, et d'avoir des réponses, d'être efficace par rapport à une situation, de régler des situations, d'avancer. Hmm. Ça, c'est super important. Et ça, plus tu vas multiplier et avoir des horizons différents, et plus potentiellement tu auras de réponses aux problématiques que les autres vont rencontrer. Un autre sujet dont on voulait parler, que tu as cité et qui m'intéresse, parce que tu m'en as pas encore parlé très longuement, c'est la modélisation de la fatigue, Cyril. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la modélisation de la fatigue? D'abord, la fatigue, c'est quoi? Et comment est-ce que tu la modélises? Alors, la fatigue, c'est quoi? C'est une bonne question. On va prioritairement s'intéresser à la fatigue physiologique plutôt que psychologique. Ça serait un autre débat. Je ne suis pas assez compétent pour en parler, mais je place la fatigue psychologique au premier plan. C'est-à-dire que c'est celle-là qui va, dans tous les cas, c'est comme un coefficient multiplicateur. S'il est Hmm. de zéro, ça fera zéro au final. Donc, dans tous les cas, celle-là, il faut vraiment s'en occuper. L'énergie mentale, c'est la source de tout. C'est la capacité d'endurance, de motivation. Donc, je la mets de côté et je vois vraiment que je fais des signes avec des mains, mais comme la caméra cadre plus haut, on voit rien. On a vu que tu le mettais de côté. Ouais, on a vu, ouais, j'ai mis de côté. Voilà, c'est ça. Donc, la fatigue, elle peut être périphérique ou elle peut être centrale. Il y a deux choses qui sont totalement différentes, mais qui vont affecter l'athlète dans sa performance, mais pas de la même façon. Hmm. Une pré-fatigue périphérique peut avoir alors une incidence sur la fatigue mentale, ça c'est une chose, c'est certain, par rapport à la perception de ce qu'on est en train de réaliser, de l'estime de soi, etc. Même si les athlètes professionnels sont beaucoup moins affectés, voire très peu affectés par ça par rapport à des athlètes amateurs, Hmm. c'est une grande qualité qu'ils ont. Mais la fatigue périphérique, par exemple, peut altérer des séances où on va avoir un but de développement de VO2 max. Hmm.
Donc, si on veut absolument la faire malgré la pré-fatigue, on va peut-être être obligé d'utiliser des subterfuges comme de chaleur, par exemple, pour Hmm. avoir, avec une intensité sous-maximale, des contraintes et des adaptations cardiovasculaires maximales. Ça, c'est encore, j'ai digressé, mais bon. Donc, une fois on sait qu'on a de la pré-fatigue, mais on va les mettre ensemble, OK? Pour faciliter les choses, on va les mettre ensemble. Cette pré-fatigue, comment on la mesure? On sait que, alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour estimer la pré-fatigue. Elle peut aller jusqu'à 10, parfois 12, parfois 15% en fonction des charges. Et en fait, cette pré-fatigue va générer, en termes on va dire de dénomination, une fatigue fonctionnelle, fatigue aiguë, fatigue non fonctionnelle. En fait, c'est le temps après repos que l'on aura besoin pour, à minima, un retour à la performance initiale. Mais Hmm. ça, c'est bien. OK, parfait. On a mis une étiquette sur ce qu'on était. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la séance? On Hmm. fait quoi? Et ça, c'est le terrain. Et sur le terrain, il a fallu trouver des leviers. Alors, attention à ce que je te dis, c'est absolument pas un consensus scientifique et je n'ai rien publié sur le sujet. C'est simplement une compilation de données que j'ai depuis, je ne sais pas, peut-être maintenant 500 ou 550 monitoring. En gros, je me suis dit, quel proxy je pourrais utiliser pour modéliser la pré-fatigue? On peut utiliser la fréquence cardiaque, on peut utiliser la puissance, mais ça va être des lectures plutôt de fin de séance. Hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait avant la séance? C'est une vraie question. Et il y a un proxy que j'ai émis une hypothèse. Je me suis dit, si on considère que l'extraction musculaire dans l'équation de Fick est un déterminant très important de VO2 max, par exemple. Donc cette extraction musculaire, elle est le marqueur on va dire, d'un équilibre au niveau musculaire, d'une efficience qui lie à la fois, on va dire, les structures et les fibres musculaires de leur capacité purement oxydative liée à tout un tas d'amoncellements et d'accumulation de métabolites. Mm. Et donc pour détailler un petit peu ce que tu dis là, ou pour peut-être le dire d'une manière différente, donc on parle ici, quand tu dis extraction de l'oxygène, c'est par rapport à la quantité d'oxygène qui navigue dans tes globules rouges et qui navigue dans le sang, on va dire, c'est quelle proportion de cet oxygène ton muscle peut extraire pour fournir un effort par la suite. Tout à fait. On le visualise sur des échanges gazeux avec le terme FeO2, qui est la fraction d'oxygène dans l'air expiré. Mm. Et j'ai remarqué, quand je monitorais des athlètes il y a très longtemps, que quand les athlètes étaient fatigués, on avait des extractions beaucoup moins bonnes. Qui C'est-à-dire est que leur FeO2 que tu vas mesurer à l'expiration sera plus élevé. Et tout à donc fait, le delta entre les 21, disons, % d'oxygène que tu inspires et les 17 ou 18 que tu vas expirer, eh ben, il va être moins important. Et donc la différence entre ces deux-là, c'est combien d'oxygène tu as, voilà. extrait versus un peut-être 15 ou 16 que tu vas avoir dans les meilleures conditions pour faire très très simple. C'est exactement ça. C'est assez Mm. simple. Ce qui m'a permis de conduire au tout début à créer des protocoles spécifiques après certaines séances. Par exemple, une séance de course à pied. Si tu l'as fait et que derrière tu monitores une séance vélo, chez certains athlètes, en fonction de l'intensité de l'effort et de leur technique, mais chez tous, il y aura, on va dire, une baisse de l'extraction qui va être améliorée au cours de la séance, mais qui va t'amputer le début de la Ouais, séance. d'accord. Si tu as une thématique où tu as besoin d'une efficience dans l'extraction, pour un travail spécifique, par exemple, si tu veux travailler à VO2 max, ben, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu vas devoir en plus baisser la puissance prescrite. Donc l'athlète va avoir une perception de l'effort qui va être un peu, on va dire, avec une distorsion qu'il n'est pas censé avoir, qui va un petit peu bah, le plomber pour le reste de la séance. Par contre, et là, je crois qu'un jour, tu avais une vidéo, tu m'avais envoyé, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu en penses? C'était un gars qui disait que, en gros, la récupération active, ça ne servait à rien. Euh, Si à la fin d'une séance de course à pied, assez difficile, tu fais une petite séance euh, vélo porté où tu vas pas mettre de force, de puissance, pardon. Donc assez facile, Z2, bas de Z2, mais avec de la cadence pour régénérer
coordination et une synchronisation spatiale et temporelle des unités motrices, où tu vas en fait activer le système, où tu vas recycler le sang, le faire circuler, tu vas éliminer une partie des métabolites, et on va se rendre compte que quand on va aller monitorer la séance de vélo 2 heures après, on va avoir des valeurs d'extraction bien meilleures à puissance donnée, à RF donnée, à TV donnée. Hmm. Entre une séance où on aura eu cette petite séance, on va dire, de récupération active, versus 100, on a des valeurs qui sont différentes. Je me suis dit, ah, donc le FeO2 réagit bien à la pré-fatigue. Hmm. Du coup, dans les protocoles, dans les monitorings que je fais, maintenant, depuis un petit moment maintenant, que je dis maintenant, c'est depuis 2 ans, on va dire, j'ai, on va dire, institutionnalisé un échauffement, on appelle une rampe d'échauffement. Et cette rampe d'échauffement, je vais tout de suite l'analyser. C'est très court, c'est un truc qui dure un quart d'heure, tu vois, c'est vraiment un truc assez court. Et cette rampe d'échauffement, ces résultats, je vais les comparer à une rampe d'échauffement, un gold standard qu'on aura fait dans un état de fraîcheur. L'état de fraîcheur, je le définis de la façon suivante. C'est 24 heures, donc sans activité, et les 48 heures avec moins de 3000 kJ. Hmm. Ça, c'est mon standard. Et aussi, alors que la tête te dise, je me sens bien, tu vois. Parce que s'il faut pas qu'ils soient malades. Voilà, évidemment, mais ça paraît tellement évident, mais moi, je le dis toujours. Euh, on va avoir des valeurs d'extraction qu'on va mettre en perspective avec celles de la séance du jour. Hmm. On va prendre la différence d'extraction que l'on aura, on va le ramener en pourcent. Donc, imaginions que nous ayons 15, OK? Parce que l'extraction va aussi différer, parce qu'on fait donc une rampe d'échauffement où on va balayer du spectre du SV1 jusqu'à la puissance critique. Hmm. Et après, on va finir par deux petits intervalles au-dessus de puissance critique, pour voir ce qui se passe, pour voir les réponses, pour aussi être la tonicité quand même du SNA, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, et on va voir si déjà, par exemple, nous avons la même extraction ou la même magnitude de différence d'extraction en fonction si on est au SV1, si on est au SV2. Ça va nous donner des indices aussi de quelle est la pré-fatigue. C'est, ça ne va pas changer in fine ce qu'on va prescrire derrière, mais en fait, ça va quand même nous dire des choses. Euh, donc, imaginons qu'on est 15 et que pour la séance que nous soyons en train de monitorer, on est 15,5. Donc, nous avons une différence de 0,5 sur 6. Parce que 21% d'oxygène dans Pardon. l'air, 15 que tu as expiré, donc on a les 6 le delta c'est 6, et donc le 0,5 c'est le ratio par rapport au total. C'est ça. Donc, en gros, on va dire que ça nous fait 7% et demi. Hmm. Ce 7% et demi, de façon longitudinale, peut-être avec une réplicabilité de peut-être de 200 fois, 300 fois, si je le retranche à l'objectif cible de puissance, créé pour la séance, mais on va dire par rapport au profil de puissance, Hmm. on va être, en termes de RPE de l'athlète, dans la zone que l'on va chercher. C'est-à-dire que si tu regardes, donc si je comprends bien, tu regardes la différence d'extraction sur ton rampe d'échauffement par rapport à quand l'athlète est en état de fraîcheur versus maintenant avec sa pré-fatigue, tu calcules la différence en pourcent d'extraction et tu appliques ce pourcentage pour, entre guillemets, ajuster la puissance de la séance que la personne va faire. Et il s'avère que quand tu utilises cette méthode d'ajustement, en gros, ça colle à ce que tu attendrais dans un état de fraîcheur, en termes de ressenti de séance. C'est exactement ça. Ok, super C'est intéressant. exactement ça. On la voit aussi évoluer parfois, les séances, on les coupe en, en morceaux et on les analyse pendant que l'athlète, c'est prévu dans la séance, évidemment, on dit pas, hop, on s'arrête. Non, non, il y a toujours le. C'est jamais au détriment de la séance, hein. Hmm. Attention, hein. C'est jamais. Le but, c'est la performance et pas de la performance de la séance, c'est la performance dans son ensemble et donc suivre une programmation, mais l'analyse aussi de ces parties de séance parfois nous fait changer la fin de la séance, il nous le fait adapter, comme le calibrage.
si j'ai une pré-fatigue trop importante chez un athlète chez qui je vais monitorer, si le but de la séance était une sollicitation profonde VO2 max, je vais lui dire là, très sincèrement, si le but c'est ça, on va pas faire du bon travail. Mm. Donc, est-ce qu'on peut contacter ton staff, leur expliquer et dire il y a peut-être des choses à faire différentes aujourd'hui parce que ta pré-fatigue musculaire va être différente. Quand la pré-fatigue musculaire elle est plus importante, donc périphérique, si on fait deux séries d'exercices, donc imaginons qu'on fasse allez, un 10 fois 3 minutes à 110% de puissance critique. Mm. Ok. Et on fait un 5 et 5 par exemple. Euh, et qu'on analyse les 5 premiers, on fait une récup de 15 minutes et on fait les 5 suivants. L'extraction du sixième, donc après les 15 minutes de récup, va revenir comme le premier, Mm. alors qu'elle se sera beaucoup dégradée en allant au cinquième. Tu, si tu as des chiffres en tête, ça donne quoi en termes de dégradation entre le premier et le cinquième ici sur ce genre d'intervalle? Allez, on va prendre à 110% avec une RF. Ah, pareil, évidemment, ARF égale, Mm. parce qu'évidemment, si on a une potentialisation d'effet bord qui est différente, ça peut, mais Mm. on essaie quand même d'avoir une réplicabilité Mm. dans ce qu'on fait. Sinon, au mieux qu'on peut faire dans le terrain. Parce que là, on est Ouais. dans le terrain, on est sur le capot de la voiture quand on fait les. Non, mais c'est une réalité, hein. C'est une réalité. Euh, on peut commencer à 14-2, 14-3, par exemple, et puis finir à 15-15-2. Et 14,2, pour donner une idée, ça demande un contrôle ventilatoire qui est déjà très, très, très avancé. C'est pas quelque chose qui est faisable juste comme ça sur une séance de VO2 par n'importe qui. Non, et ça demande aussi un réseau de capillaires mitochondrial, une densité capillaire et une fonction mitochondriale très, très efficiente. Mm, mm, Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une trop grande acidité, par exemple, sanguine, on va avoir ce besoin de ventiler. Donc, entre la première série et la cinquième série, il va y avoir une ventilation qui va augmenter, mais pas forcément autant que la magnitude d'augmentation de l'extraction. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un autre enjeu. Ouais, Donc, donc ce que tu dis là, c'est qu'il y a l'extraction qui augmente, ce qui n'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'on. Alors, le FeO2 qui augmente, ce qui fait que l'extraction baisse au final d'intervalle en intervalle. Sauf que cette baisse, elle n'est pas complètement expliquée par l'augmentation de la fréquence respiratoire durant c'est ça. l'effort. C'est ça. Et ce que je te dis là, ça demande énormément de séances analysées. Euh, tu vois, c'est là, tu vois, c'est là que je te parlais de méta-analyse du terrain. Hmm, Là, on est méta-analyse du terrain et ça, c'est possible que parce que je peux avoir accès à tout ce que j'ai fait auparavant et tout ce que je vais faire. Et tout ce que j'ai fait auparavant me permet de mieux comprendre ce que je fais aujourd'hui, hein. On va hmm. pas se mentir. Et j'ai pas toutes les réponses, hein. Et j'ai loin d'avoir toutes les réponses. Je te dis, il y a deux types de données. Il y a celles qu'on comprend et celles qu'on ne comprend pas encore. Et il y en a que l'on ne comprend pas encore. Mais ça permet déjà d'amener de la qualité à la séance. C'est-à-dire qu'on sait si au début de la séance, on va pouvoir faire cette séance et qu'on va pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé. Si de ne pas atteindre le but qu'on s'est fixé, c'est pas très grave, bah alors on peut juste essayer de conditionner au RPE de la tête pour ajuster les curseurs. Si maintenant c'était avoir ce but de séance-là pour ces adaptations-là, sinon c'est pas très utile, alors on va changer de séance, on va monitorer autre chose, on va faire autre chose. Mais en fait, c'est pas très grave si on ne fait pas cette séance-là. L'important, c'est de pouvoir la refaire et de comprendre pourquoi on ne peut pas la faire là. Hmm. Voilà. C'est ce qui est important. C'est la séance en elle-même, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire dans la globalité. Je veux dire, la vision, elle n'est pas microscopique, elle doit être très macroscopique de l'approche. Mais c'est ma vision à moi. Attention, là, je suis à mi-chemin entre ce que je planifie moi et quand je fais du monitoring de personnes que j'ai que sur le protocole Ventilatory Strategy and Training, où là, ils sont dans des structures avec des entraîneurs, avec des hiérarchies, avec un of performance. Et là, parfois, il y a une inertie qui est un petit peu plus grande que la mienne, qui est de dire, je claque des doigts, je retourne sur l'intervalle SIU, je te modifie la séance, tu la re-upload dans ton compteur, tu relances, et c'est parti. Hmm. Voilà. Ça, c'est l'efficacité du petit artisan. Parce que c'est une réalité. Euh, mais on arrive quand même, avec les gens avec qui je travaille, à avoir un travail en bonne intelligence. Mais donc, la visualisation de la pré-fatigue
et quelque chose qui, avec le proxy de l'extraction de l'oxygène musculaire, me paraît être relativement robuste en termes de rapprochement entre ce que nous voulons faire en termes de RPE initial versus les watts que l'on doit moduler en fonction des chiffres que l'on observe. C'est quoi les pourcentages les plus élevés que tu as vus en termes de différence d'extraction et donc, on va dire, d'indice de pré-fatigue, si on peut utiliser de manière très libérale ce terme? Ah, je dirais alors, c- entre ouais, 7 et 8, 9%, parce qu'en fait, on est sur des athlètes qui ont des capacités de travail tellement importantes qu'il est rare qu'on arrive. Alors, on pourrait avoir ces valeurs-là, bien plus hautes. Imaginons que nous soyons stupides et que le lendemain d'un Ironman ou d'un Alpha Ironman, nous voulions faire une séance et que nous calibrions. Là, on aurait des valeurs de fou. Mais ça, je t'avoue que je ne l'ai jamais fait. Si tu devais. Et je sais pas, il faudrait proposer à un athlète de le faire, mais bon, ça serait contre-productif pour lui, malheureusement, parce que moi, après ces trucs-là, c'est 48 heures sur un half. Ben, ça m'arrivait de faire que 24 sur un half, sinon c'est 72 heures, quoi, au Hmm, moins, quoi. hmm, hmm. Pour respecter le corps, quoi. Mais je pense qu'on doit pouvoir être de l'ordre du 10%, peut-être un peu plus, mais j'ai pas vu, donc Et donc, ton hypothèse serait que si on prenait des personnes moins entraînées ou avec un niveau d'entraînement ou de conditionnement en endurance moins important, on verrait potentiellement des deltas plus importants en termes de pré-fatigue vis-à-vis de cette extraction, du oui. fait qu'ils n'ont pas cette tolérance à la charge, cette capacité de récupération, etc. J'en suis intimement convaincu. En tout cas, le mécanisme d'action qui me permet de conduire à cette réflexion me paraît immuable, même si on avait une pré-fatigue musculaire très importante chez les sportifs très entraînés, Hmm, ils ont une capacité de régénération, ils ont une fonction oxydative intrinsèque qui est peut-être supérieure à la pré-fatigue possible d'être générée au niveau périphérique. ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, en gros, leur, euh, leur Le développement. moteur est très gros. Ouais, pour faire simple, ouais, le Voilà. moteur est tellement gros que ils arrivent même pas. Enfin, j'ai pas la bonne analogie pour le moteur, mais Du coup, mais- ils arrivent même pas à aller assez loin en sur-régime tellement le moteur il est gros, quelque chose comme ça. Ouais, en gros, en gros, c'est ça, c'est qu'ils ont ils vont avoir une capacité de recyclage qui est très, très, très importante. Ils ont une efficience. Il faut savoir que la capacité de travail mécanique de cyclistes professionnels, par exemple, ou de triathlètes est juste gigantesque. Hmm, Tu vois, récemment, là, il y a eu les classiques italiennes, ce qui sont les classiques de fin de saison avec le dernier monument, le Tour de Lombardie. Et on a eu, pour ceux qui n'ont pas de chance, 4 courses dans la même semaine, du samedi au samedi. Ceux qui ont de la chance, ils ont pu en faire que deux. Euh, le Tour de Lombardie, c'est 6000 kilojoules, dont peut-être 500 au-dessus de puissance critique. hmm, Dans la semaine, ils ont fait, alors la première, c'était San Luca, Valle Varesine. Je calcule les kilojoules, mais tu vois, dans la semaine, on est pas loin de 20 000 kilojoules hmm, sur 6 jours roulants. ouais, Je sais pas si, enfin, peut-être que ça parle pas aux gens, mais c'est énorme de récupérer de ça. ouais. C'est énorme de récupérer de ça. Quand ils font des grands. Là, je t'ai pris là parce que là, ça vient de se passer, là. Mais sur un grand tour, ils font 3 semaines. Enfin, ils font 7 jours consécutifs avant un jour de repos. Hmm, Alors, il n'y a pas tous les jours 6000 kilojoules, bien évidemment, parce que une étape de 200 km en peloton, ça met 4 heures. 4 heures en peloton, quand on est dans les roues, on va monter à 2300, 2400 kilojoules. C'est pas beaucoup. hmm, C'est pas beaucoup. Par contre, quand on fait 6 heures dans l'école, là, par contre, c'est pas la même. Donc, ils ont des charges. Quand on fait des training camps sur des semaines de charge, on va être à 35 heures sur la semaine, 36 heures. Ils sont habitués à ça. Donc, c'est pas parce qu'ils sont habitués à ça qu'il faut normaliser ça. Je dis pas ça, attention, il y a tout ce qu'il y a à mettre en face derrière, hein. Mais en gros, cette modélisation, euh, c'est donc un modèle que j'ai voulu essayer de créer pour me donner un outil d'aide à la décision
pour contextualiser avec du sens les séances des athlètes. Un petit peu à l'image je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Lambert, le protocole de un 3 fois 5 minutes ou un truc comme ça en échauffement avec où ils regardent la fréquence cardiaque et le RPE et en fonction de la réponse, ils vont ajuster potentiellement la Et séance. de toute façon, dès qu'on émet une théorie, on essaie Ouais. de reproduire un modèle et de tout. Ça, c'est de la science. Hmm. Ouais, c'est ça. De la science. Qu'on utilise un cardiofréquence-mètre ou un analyseur d'échange gazeux, c'est voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas documenté, qui n'existe pas, et il n'y a que mes athlètes qui pourraient te dire qu'ils trouvent ça relativement pertinent par rapport à ce qu'ils ressentent. Hmm. Ah, c'est super intéressant en tout cas et ce sera intéressant de voir dans les années qui viennent si c'est investigué au niveau de la recherche. En tout cas, de ce que tu nous dis là et du gros échantillon que tu as avec tes athlètes et tous les monitorings que tu fais, ça semble plutôt bien fonctionner et c'est super intéressant. Et en plus de ça, mécanistiquement, ça a du sens. Donc typiquement, quand ça fonctionne sur le terrain et en plus tu arrives à peu près à l'expliquer au niveau Justifié, ouais. du fonctionnement. Bon, après tu me diras, il y a plein de choses qui sont vraies mais qu'on explique à l'envers. Ouais, c'est comme les biotiqueurs, hein. Donc l'un ne justifie pas l'autre, mais quoi qu'il arrive, c'est un modèle super intéressant. Et je trouve que bah, merci de l'avoir partagé ici. Cyril, on a parlé de à peu près 3 sujets et demi sur les 17 que j'avais en tête et j'ai un rendez-vous dans quelques minutes, donc Ça, c'est bon. je vais devoir écourter malheureusement cet échange. Et bah, tu sais quoi, la solution, c'est qu'il faudrait que tu reviennes hein, et qu'on en refasse un. Deuxième Ça, je sais que ça te posera pas trop de soucis normalement. Pour étape. Allez, peut-être teaser le prochain échange, parce qu'on voulait parler entraînement ventilatoire. Euh, il y a une nouvelle étude que tu prépares pour les mois qui viennent, si je ne me trompe pas. oui. Donc, en deux, trois phrases, si tu peux nous donner un petit peu le synopsis pour que, on puisse en discuter plus longuement la prochaine fois. En gros, la prochaine étude, ça va être d'expliquer l'un des fondements des stratégies ventilatoires, qui est la contextualisation de la fréquence ventilatoire, du volume courant en fonction de l'intensité de l'effort. En gros, c'est un profil de performance ventilatoire qui est ajouté au profil de performance global avec les domaines d'intensité qui sont descriptifs eux-mêmes, on va dire sous-composés de modèles descriptifs générés par la puissance critique. On va associer à chaque page de puissance une RF, un TV. On va expliquer pourquoi on fait comme ça, comment on le détermine et surtout dans quelle magnitude d'effet on a des résultats. En gros, comment tu respires, à quelle intensité et pourquoi. C'est ça. C'est aussi une façon de parler des objets de monitoring que l'on a maintenant embarqués, comme la ceinture TimeWare. Hmm. On me pose des questions tous les jours dessus. On me dit, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Voilà, on va donner des clés aux gens. Et on voulait aussi parler de l'application. Bon, peut-être qu'on en parlera, l'application d'entraînement ventilatoire. Mais on en parlera peut-être la prochaine fois au sein de au sein de ce podcast, pardon. Euh, mais après, il y aura plein d'autres sujets qui sont autour de l'entraînement ventilatoire, évidemment. Il y a une autre étude qui va sortir bien sur les effets de la ventilation nasale Hmm. sur la performance. On a entendu beaucoup de choses avec les bandes nasales, etc., etc. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que la respiration nasale, c'est une bêtise ou est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il faut tout le temps l'utiliser? Ou est-ce qu'il n'y a que certains domaines d'intensité où vous l'utilisez? Ben, tout ça, on va y mettre des chiffres dessus. Alors Hmm. oui, j'ai des réponses aujourd'hui. J'ai des réponses qui correspondent à ce que j'ai eu comme résultat. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, je considérerais que j'ai raison, mais je suis ouvert à évoluer là-dessus. Mais en tout cas, les chiffres prouvent ce qu'on dit. Super. Bah, en tout cas, Cyril, c'est toujours un plaisir. J'ai appris plein de choses aujourd'hui et je t'en remercie. J'espère que les auditeurs aussi. Je recommande à tous les auditeurs du podcast qui sont encore avec nous après plus d'1 heure et demie d'échange de laisser un commentaire, de nous dire ce que vous avez pensé, de poser vos questions. Ça nous aidera à orienter les prochains échanges.
Cyril, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, je conseille grandement qu'ils aillent voir ton blog et ton site que j'ai mis en lien, hnsperformance.com. Tu publies fréquemment sur le blog, tu partages très ouvertement tout ce que tu fais, c'est super intéressant, il y a plein de choses à apprendre pour les mordus de la physiologie et de l'entraînement et de la performance. Donc merci pour ça. Et forcément, il y a aussi ton lien Instagram dans la description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, merci encore une fois d'être venu sur le podcast, d'avoir partagé tout ça ouvertement et déjà hâte de la prochaine. En te remerciant, Sean. À bientôt, Cyril. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Salut. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.